Alors, je pense trop comment canaliser ce mental envahissant. Avoir le nombre de personnes ici, c'est un sujet qui parle. On s'est dit qu'on allait demander qui a lu ce livre dans la salle. Si vous voulez bien lever la main, comme ça on sait déjà si vous attendez plus que ce qu'il y a dans le livre. Oui, qui n'a pas lu peut-être le livre? Ah, quand même. C'est une personne sur deux. Voilà, à peu près, oui. Ok. On va dire. Christelle, voilà, c'est un thème qui parle. Vous avez écrit ce livre, c'était avant 2016. Depuis, il y a eu énormément de publications à ce sujet. Mais finalement, il reste plus que jamais d'actualité, ce thème. Hein. Oui, le livre n'a pas pris une ride en 15 ans. Vous voyez l'engouement qu'il suscite encore. C'est un best-seller planétaire. J'ai les mêmes retours d'à peu près tous les pays où il est paru. Et c'est un vrai plaisir de voir l'intérêt que vous avez ce soir pour ce sujet qui me passionne énormément. Et donc, j'ai beaucoup de plaisir à parler de tout ça avec vous ce soir. Est-ce qu'on peut vous demander si c'est... À mon avis, il faut rapprocher plus de la... Voilà. Il faut rapprocher davantage le micro, c'est ça? Ok, bon, je vais y faire attention, merci. Est-ce qu'on peut vous demander, si ce n'est pas trop indiscret, pourquoi d'abord vous avez travaillé sur ce thème pour en sortir un livre? Est-ce que c'est votre vie personnelle à vous qui a influencé ça? Alors peut-être je peux commencer par me présenter parce qu'il y a des tas de gens qui ne me connaissent pas, j'imagine, dans la salle. Donc Christelle Petit-Colin, je suis conseil et formatrice en communication et développement personnel, conférencière et écrivain. Ma formation de base, c'est la PNL, l'analyse transactionnelle, l'hypnose ericksonienne et puis quelques petits outils sympathiques comme par exemple la thérapie provocatrice de Franck Farelli. Ça fait maintenant 30 ans que je suis en exercice, que je reçois des gens au cabinet en individuel et aussi donc en conférence, en atelier, c'est assez varié. Et je suis l'auteur de 20 livres de développement personnel, dont cette espèce d'ovni au milieu qui s'appelle « Je pense trop ». Donc ce livre est mon 10e livre. Vous voyez, c'est pas mon tout premier livre non plus. J'ai écrit 9 livres avant lui. Il est le 10e livre et j'en ai écrit d'autres ensuite. Et en fait, il s'inscrit dans le plaisir que j'ai à partager ce que j'apprends au cabinet. C'est-à-dire qu'au cabinet, j'écoute les gens, j'essaye de faire des regroupements, etc. Et donc ce livre, dans mon cabinet, j'entendais « je pense trop ». Ou plutôt, on me dit que je pense trop. Et puis j'en ai marre de ces pensées qui s'arrêtent jamais. Dans ma tête, ça bouillonne jour et nuit. Je voudrais un bouton off pour pouvoir couper le cerveau. Et puis les gens me disent que je suis trop sensible, que je suis pénible, que je pose trop de questions, que je suis susceptible. Et la plupart des gens concluent en disant « j'ai l'impression que je ne suis pas de cette planète ». Et donc c'est comme ça que j'ai commencé à m'intéresser à ce profil de gens qui pensent trop, en remarquant qu'ils avaient des similitudes énormes. Et donc à force de les écouter et de faire mes petits recoupements, j'ai dressé le portrait robot de la personne qui pense trop, avec les principales caractéristiques que j'ai pu en tirer. Voilà comment on en est venu à ça. Et donc, mon idée, c'était de créer le mode d'emploi de ce cerveau qui pense trop pour permettre aux gens après d'en faire bon usage. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des personnalités que vous avez rencontrées qui perçoivent finalement trop d'informations, plus d'informations que la normale, et que le cerveau va devoir trier ces informations-là à une vitesse pas possible finalement, mais que c'est plus que la normale? Alors effectivement, la première caractéristique des cerveaux qui pensent trop est une caractéristique qui est purement neurologique, c'est ce qu'on appelle l'hyperesthésie. L'hyperesthésie, c'est le fait d'avoir les 5 sens plus développés, plus en alerte, plus fins que la moyenne des gens. Les gens qui pensent trop
voient tout, entendent tout, ressentent tout, avec une acuité décuplée. Alors souvent au cabinet, ils me disent « mais non, pas du tout, je suis comme les autres ». Puis de toute façon, je ne sais pas comment les autres perçoivent la réalité. Donc souvent, au départ, il y a une espèce de déni du fait qu'ils pensent trop et qu'ils ont cette hyperesthésie, ces sens complètement en alerte qui repèrent tous les petits détails, les sons, les machins, celui qui tousse, le téléphone qui sonne, etc., qui repèrent tout le temps. Et au bout d'un moment, quand on creuse un peu, ils sont obligés d'admettre que oui, on leur fait souvent remarquer qu'ils ont beaucoup le sens du détail, on leur fait remarquer effectivement qu'ils ont une mémoire de certaines choses auditives, on leur fait remarquer effectivement, alors là c'est plutôt en général en disant qu'ils sont pénibles parce qu'ils sont sensibles effectivement au bruit. Alors quand je fais des conférences pour les parents et les enfants qui pensent trop aussi, et que je parle du pull qui gratte, je vois les enfants mettre des grands coups de coude dans les côtes des parents en disant « Tu vois, depuis le temps que je te dis que le pull il gratte et que toi tu dis que je suis juste pénible et que je fais des histoires pour rien. » Donc oui, j'ai envie de dire c'est la caractéristique première des gens qui pensent trop, c'est cette hyperesthésie. Et tout le reste, à mon avis, en découle. Voilà, vous le disiez, il y a le jugement des personnalités plus normopensantes, comme on les définit aussi à un moment dans le livre, mais ce sont cette façon de se dire voilà, je suis différent, je viens d'une autre planète, je me sens incompris depuis longtemps. Ce sont ces éléments-là qui, dans un premier temps, mettent sur cette piste. Mais est-ce qu'on a des statistiques? Est-ce qu'on sait dire quel pourcentage de la population est touché finalement? Alors c'est très compliqué parce que la plupart des études sont faites par des neurotypiques, ceux que moi j'ai appelés les normopensants dans le livre, et que les neurotypiques ont une approche qui est totalement différente de celle que moi je pourrais avoir en tant que... Alors ça y est, je me spoil, je suis aussi une pense-trop, donc effectivement j'ai le même... On s'en doutait un petit peu. Voilà, mais pas toujours, hein. Il y a des gens qui m'ont écrit en me disant vous êtes formidable pour une neurotypique de nous avoir si bien compris. Donc j'ai dit non, je ne suis pas neurotypique. Alors le problème c'est ça, c'est que les neurotypiques ont une approche de la science, de l'étude des choses qui est radicalement opposée à celle des surefficients, et donc c'est difficile de se fier à leurs statistiques à eux. Donc si on se fie à leur test de QI, ce serait 2 à 4% de la population. Vous voyez bien qu'on n'est pas 2 à 4% dans cette salle. Il y aurait 20% d'hypersensibles, 10% de dyslexiques. En fait, ils n'arrivent pas à nous comptabiliser, ils n'arrivent pas à savoir qui on est, comment on fonctionne. Dans mon livre, justement, dans Je pense trop, j'avais écrit que c'était à peu près 15% de la population, non 30% de la population, parce que je m'étais fiée aux chiffres de Béatrice Millette, qui a écrit Petit guide à l'usage des gens non, zut, j'ai plus le titre. Mon Dieu, Petit guide à l'usage des gens intelligents qui ne se croient pas très doués ou quelque chose comme ça. Et dans son livre, elle chiffrait à 30% de la population le nombre de cerveaux droits dominants. Mais aujourd'hui, si je me fie juste à mon instinct et à ma pratique, je dirais que les surefficients représentent entre 10 et 15% de la population. Pour les hypersensibles, les neurotypiques vont jusqu'à 20%. Voilà. Mais les chiffres ne sont pas très fiables puisqu'on ne sait pas très bien ce qu'on mesure en fait quand on est neurotypique. Est-ce qu'on peut dire que les surefficiences sont chaque fois différentes, qu'il existe plein de types de surefficients? Ouh là, alors là, on va rentrer un peu vite dans les détails. Pour moi, il y a un continuum. Alors, il faut que je reparte de cerveau droit, cerveau gauche, sinon je ne vais pas pouvoir expliquer. Hein. Donc, la théorie de base, c'est que nous avons deux hémisphères, un hémisphère gauche et un hémisphère droit dans le cerveau. L'hémisphère gauche, rationnel, logique, siège de la parole. L'hémisphère droit, émotionnel, créatif, arborescent, hypersensible, etc. Alors, je sais que les neurotypiques remettent beaucoup en question ces notions de cerveau droit, cerveau gauche, parce que à l'IRM, tout clignote dans le cerveau. Donc, effectivement, c'est pas parce qu'on a le cerveau droit dominant que pour autant on est lobotomisé et que l'autre côté ne marche pas. Mais c'est quand même troublant parce qu'il y a aussi des neuroanatomistes qui ont fait des études sur le sujet et qui confirment cerveau droit, cerveau gauche. Donc, peut-être vous avez lu des articles qui vous disaient non, c'est obsolète, c'est dépassé, c'est pas du tout ça, ça se passe pas comme ça.
dans le cerveau. Pourtant, le modèle, ne serait-ce que métaphorique, fonctionne. Mais métaphorique. Il y a des gens qui sont plus émotionnels, plus émotifs, qui font tout à l'affectif, etc. Puis il y en a d'autres qui sont plus froids, plus rationnels. Et donc, du coup, entre-temps, je me suis perdue dans mes arborescences. La question était... Je demandais s'il y avait plusieurs types de surefficience. Voilà, ça y est, je vais raccrocher. Mais c'est ça les arborescences, on se perd dedans et après on revient et on se repère dedans et on revient. Donc effectivement, la question c'était ça. Est-ce que... alors, du coup, pour moi, c'est un continuum. Et ça dépend de jusqu'à quel point le cerveau droit est dominant sur le cerveau gauche ou le cerveau gauche dominant sur le cerveau droit. Pour moi, c'est un continuum. Et je me suis basée pour ça sur les travaux de Jill Bolte Taylor, qui est une neuroanatomiste américaine qui a fait un AVC et qui, lors de son AVC, progressivement a découvert notre vie à nous. C'est-à-dire qu'à la base, elle était plutôt, cerveau gauche dominant. Et puis, comme son cerveau gauche a été paralysé par l'hémorragie cérébrale, petit à petit, elle s'est mise à fonctionner comme vous. Et une des premières choses qu'elle a découvert, c'est la fameuse hyperesthésie. Brusquement, la lumière l'éblouissait, elle ressentait les gouttelettes d'eau de la douche comme des aiguilles qui la piquaient. Et elle a fait un voyage complet pendant son AVC, partant du cerveau gauche jusqu'à ce que moi je pensais être les signes extrêmes de l'autisme, où elle voyait plus que en pixels, elle voyait tout en pointillisme, elle voyait pratiquement plus que des petits détails et puis des mouvements dans ces détails. Elle sentait quand les gens s'approchaient d'elle s'ils venaient lui voler l'énergie ou lui en donner. Donc elle est allée vraiment au maximum de ça. Et donc moi j'en ai conclu que c'était un continuum avec ceux qu'on peut appeler les surdoués qui sont dans un certain équilibre entre cerveau droit, cerveau gauche, et que plus on va vers le cerveau droit dominant, plus on va vers les signes d'autisme. Donc ça, mais c'est pareil, c'est très intuitif. J'aimerais beaucoup que les scientifiques puissent se pencher là-dessus, mais les scientifiques neurotypiques cloisonnent. Donc eux, ils vont avoir les surdoués, ils vont avoir les autistes, ils vont avoir les dyslexiques, les dysorthographiques, les dyscalculiques, les 10, tous dysfonctionnants si vous n'êtes pas comme eux. Et ils ont beaucoup de mal à faire justement cette espèce de grande famille que moi, je pense que nous sommes. Parce que dans ma pratique, j'ai retrouvé des signes autistiques chez la plupart des pense-trop que je suis. Alors, si le sujet vous intéresse, il y a un mouvement au Québec qui milite pour la neurodiversité et qui pense que l'autisme, ça n'est que cette forme de pensée complexe, arborescente avec hyperesthésie et que tout le reste, c'est ce qu'on appelle, j'adore le terme, des comorbidités, mais que la base, l'autisme, c'est hyperesthésie, pensée complexe, arborescente et qu'en aucun cas, c'est un dysfonctionnement. Alors, dans cette première partie du livre où vous mettez en contexte, on parle de tous ces symptômes qui alarment, qui alertent sur justement cette surefficience. Est-ce qu'on peut dire que vous, l'idée, c'est de proposer avec ce livre une grille d'analyse pour permettre de piloter finalement, de piloter au mieux cette machine, cette fusée de pensée qu'on est? Oui, c'était l'idée. C'est votre cerveau, il est génial. Il faut juste apprendre à s'en servir, parce que quand on ne sait pas s'en servir, c'est comme une Ferrari. Si on ne sait pas servir d'une Ferrari, on va dans le mur. À partir du moment où on sait piloter une Ferrari, on s'amuse avec. Et effectivement, tout le livre a pour but de vous expliquer comment fonctionne ce cerveau, comment faire bon usage, comprendre ce que vous prenez pour des dysfonctionnements et apprendre à gérer tous les aspects impliqués par l'hyperesthésie, la pensée complexe arborescente. Alors est-ce que plus tôt on va découvrir cette particularité, mieux ce sera évidemment, puisque le reste de sa vie on la passera à piloter plutôt qu'à subir? C'est absolument le nombre de gens qui m'ont écrit j'ai lu votre livre, je me suis reconnue dedans, malheureusement il arrive trop tard, j'ai 60 ans, je suis à la retraite, si j'avais su, ma vie aurait été différente, etc. Et beaucoup de gens qui ont des regrets. Et ça, c'est une particularité de Pense-Trop. Vous avez une gestion du temps qui est assez amusante, puisque vous êtes toujours dans l'urgence de vivre, avec l'impression que tout est déjà trop tard.
Donc il arrive aussi que j'ai en dédicace des jeunes de 20 ans qui viennent de lire le livre et qui disent « ma vie est foutue, je ne l'ai pas lu avant ». Donc c'est quand même un peu un trait de caractère des gens qui pensent trop, c'est d'être dans cette urgence de vivre et de considérer que de toute façon c'est trop tard, qu'ils ont eu l'info trop tard. Mais effectivement, moi j'ai eu l'occasion aussi de faire un atelier pour des enfants étiquetés hyperactifs en Suisse, d'en recevoir beaucoup en individuel avec leurs parents. Je précise que je ne suis pas les enfants sans les parents, mais à partir du moment où on explique à un petit bonhomme, et donc dans l'atelier il y en avait qui avaient juste 7 ans, on lui explique comment fonctionne son cerveau, et à partir du moment où il a compris que oui, effectivement, il est différent et en quoi il est différent, il progresse à une vitesse incroyable. Et dans l'atelier en Suisse, les enfants se sont apaisés, hein, les fameux hyperactifs survoltés, ils se sont apaisés. Ils n'avaient plus peur de qui ils étaient. Les notes sont remontées, ils se sont resocialisés. Donc il y a eu un impact mesurable sur ces enfants, le simple fait qu'on leur dise tu te crois différent, tu es vraiment différent. Alors je vous raconte comme c'était très drôle, je leur ai dit voilà, les enfants, vous êtes hyperesthésiques. J'avais 10 gamins devant moi, entre 7 et 12 ans. Ils me regardent comme ça, ils disent c'est quoi hyperesthésique? Je dis c'est que vous avez les 5 sens, comme je vous ai dit là, hein, vous avez les 5 sens plus développés. Je suis sûre que vous avez plus le sens du détail, vous entendez plus de trucs. Il y a le plus jeune qui se met à piailler, ouais, à la maison on m'appelle œil d'aigle, à la maison on m'appelle œil d'aigle. Et puis un autre qui le regarde, qui fait chez moi on m'appelle œil de lynx, œil de lynx. Voilà, c'est ça l'hyperesthésie. Et on est parti là-dessus. Et au fur et à mesure qu'ils ont compris qui ils étaient, comment ils fonctionnaient, ça a été de mieux en mieux. Pour vous dire à quel point, je leur avais expliqué, bon, on y reviendra sûrement, mais que les cerveaux complexes ayant besoin de complexité, ils ont souvent besoin de faire plusieurs choses en même temps, notamment pour apprendre leurs devoirs, écouter de la musique en même temps, etc. Et donc, il y en a un qui m'a un peu piégée en disant, donc, puisque tu as dit que notre cerveau, il devait faire plusieurs choses en même temps, ça te dérange pas si on dessine en t'écoutant? J'ai dit, non. Et je me suis retrouvée avec tous les enfants à plat ventre par terre en train de dessiner sans me regarder. J'avais beau dire que ça ne me dérangeait pas, au bout d'un moment, de ne plus avoir le support de leur regard. Comme quoi, ils comprennent très, très vite, hein. Et à la fin de l'atelier, je leur ai dit, bon voilà, j'ai fini de vous expliquer, est-ce que vous avez des questions? Et il y a Maxence 10 ans qui me regarde, qui me fait, non, on n'a pas de questions, on a tout compris, on est des suréficients. Donc à partir de là, j'ai su que c'était gagné. Et donc voilà, des enfants de 7, 10, 12 ans qui ont compris qui ils sont, comment ils fonctionnent, ouais, ils sont outillés pour la vie. Et en plus, donc, dans mon livre Mon enfant en pense trop, je donne aussi beaucoup de conseils scolaires parce que là, c'est pas eux qui sont pas adaptés au système scolaire, c'est le système scolaire qui n'est pas adapté à eux. Et donc il faut qu'ils arrivent à se débrouiller malgré un système scolaire qui ne leur correspond absolument pas. Alors avant d'arriver à ce diagnostic, et c'est dans la première partie du livre avec la mise en contexte, c'est ce qu'il faut quand même bien admettre qu'il y a toute une période qui peut être très longue de souffrance, hein, malgré tout, de se sentir différent, comme vous l'avez dit, je ne vais pas dire rejeté, mais voilà, il y a quand même un sentiment de ne pas être sur la bonne planète, il y a quelque chose qui ne va quand même pas à un moment. Oui, alors effectivement, hein, tous les pense-trop, tant qu'ils n'ont pas compris qui ils étaient, comment ils fonctionnent et pourquoi ils ont l'impression de venir d'une autre planète, sont en souffrance, vraiment. Et j'explique ça plutôt dans le livre Mon enfant pense trop. Je vous dis, imaginez-vous que vous naissez avec les yeux bleus, et personne ne vous dit que vous avez les yeux bleus, mais tout le monde est tout le temps en train de vous gronder pour votre regard. Mais arrête de me regarder comme ça, mais me regarde pas comme ça, mais regarde pas là-bas, mais regarde pas ici. Et donc, en permanence, vous vous faites gronder à cause de votre regard, et personne ne vous a dit, en fait, le problème, c'est pas ton regard, c'est tes yeux bleus. C'est exactement ça qui se passe pour ces enfants, c'est que on leur prête à un niveau comportemental, quelque chose qui est neurologique et structurel. Donc à aucun moment l'enfant va remettre en cause l'adulte qui lui fait des reproches. Donc on leur dit qu'ils sont insolents, qu'ils ont fait exprès de pas comprendre, qu'ils respectent pas les consignes. Et ces gamins ne comprennent rien à ce qui leur arrive et petit à petit développent, et donc ça je le retrouve après chez tous les pense-trop adultes, une peur du rejet, une peur de faire des gaffes, une peur de se faire jeter, de se faire critiquer, etc. Qui fait que la plupart des pense-trop arrivés à l'âge adulte, effectivement, sont dans une souffrance terrible
surangoissés parce que tout le temps dans une anticipation anxieuse, certains qui vont faire une gaffe dans la demi-heure qui va venir, que si une relation se passe bien, à un moment donné, ça va déraper. Donc ils sont en permanence dans hyper-anxiété. Voilà. Plus le fait, mais ça on va certainement y revenir aussi, qu'un cerveau complexe ayant besoin de complexité, notre système scolaire et notre système tout court ne donnent pas à ce cerveau le niveau de complexité dont il a besoin. Donc les petits-enfants de Suisse m'ont dit, en classe, je m'ennuie à hurler. Je m'ennuie à hurler en classe, je suis obligée de me forcer à m'endormir pour pas m'ennuyer. Et donc ça commence comme ça, mais dans la vie même, les adultes, la plupart des adultes s'ennuient, donc leur cerveau il déprime, il broie du noir, il mouline dans le vide, parce que le niveau de complexité de la vie ordinaire n'est pas suffisant pour son besoin de défis et d'organiser et de créer, etc. Est-ce qu'il y a un travail qui n'est pas fourni auprès des jeunes avant qu'ils ne soient adultes, justement, à ce sujet-là? Il y a quand même un déficit peut-être à expliquer aux jeunes dans les écoles comment ça fonctionne, parce qu'on en parle, nous, adultes, on a lu votre livre, mais voilà, on n'en parle pas à la jeunesse spécialement. Je suis convaincue maintenant, 15 ans après l'écriture du livre, que la plupart des normaux pensants ne comprennent pas ce phénomène. Donc ils ne peuvent pas l'expliquer. Il y a vraiment que les suréfficients qui peuvent expliquer aux enfants suréfficients qui sont les neurotypiques. Je pense vraiment qu'ils ne comprennent pas comment on fonctionne et qu'ils ne comprendront pas de sitôt parce qu'ils n'ont pas du tout la même forme de pensée et que notre forme de pensée n'est pas accessible pour eux. Donc, prévenir dans les écoles, de manière ponctuelle, de temps en temps, je croise un enseignant pense trop, très malheureux dans son école la plupart du temps, mais qui s'investit auprès des collègues qu'il a repérés comme étant comme lui, et surtout auprès des enfants. Il y en a minimum 3 par classe qui sont dans cette arborescence, etc. Donc il y a de manière ponctuelle des enseignants qui font le job en expliquant aux enfants qui ils sont et comment ils peuvent faire usage de leur cerveau. La plupart du temps, les enseignants ont du mal. Je prends un exemple tout simple, même quand on a posé une étiquette de surdoué sur un enfant avec des tests de QI, beaucoup d'enseignants ne savent pas quoi faire de cette étiquette. On leur dit, voilà, cet enfant a passé les tests de QI, il est HP, haut potentiel, il a un super QI, voilà. Et l'enseignant ne sait pas du tout comment exploiter ça. Voilà, vous avez abordé le terme de HPE, les hypersensibles, émotionnels, ces fameux tests de QI qu'on va faire auprès des jeunes, même les adultes. Ça, vous, dans le livre, vous déconseillez. Je voulais bien nous réexpliquer pourquoi. Filmée, là, je suis filmée, donc. Alors, oui, moi, je m'inscris en faux sur les tests de QI. Parce que, peut-être à cause de mon cerveau droit, je ne comprends pas cette démarche. Je ne comprends pas du tout cette démarche. Je sais que beaucoup de mes pense-trop vont rater les tests de QI, puisque les tests de QI sont, à la base, ils ont été élaborés pour détecter les crétins, pas pour détecter les génies. Première chose, hein. Les tests de QI, à la base, c'était pour détecter les crétins. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, dans une logique très normopensante, ils ont été délibérément étalonnés pour nous faire une magnifique courbe de Gauss. La courbe de Gauss, c'est, vous savez, la courbe en chapeau melon, avec 2% de crétins, 2% de génies et 96% de la population qui rentre dans la cloche. Donc à partir du moment où des tests sont délibérément étalonnés, et je sais qu'on les a réétalonnés parce que la population mondiale a évolué, il y a quelque chose de faussé pour moi. L'autre chose, c'est que, comme ce sont des tests, alors ça n'est que mon avis de cerveau droit, hein, mais mon avis à moi, c'est que ces tests étant élaborés par un cerveau gauche pour des cerveaux gauches, une question, une réponse. Or, pour un cerveau droit, une question, 10 réponses. Donc, le cerveau qui va tout compliquer va avoir 9 chances sur 10 de répondre à côté. Je vous donne un exemple. Une de mes clientes me dit « Oui, mais c'était complètement con, ces tests, c'était oui, non, oui, non. Moi, je ne peux pas répondre comme ça, oui, non. » Alors, je lui dis ouais. « Et si on vous avait mis plutôt oui ou plutôt non, ah bah oui, là, j'aurais pu répondre. »
Vous voyez à quel point, des fois, c'est un petit détail comme ça. On lui dit plutôt oui, plutôt non, là, elle peut répondre. On lui dit oui, non, elle ne peut pas répondre. Après, je sais que les surefficients sont ultra émotifs et que ces tests ont une importance majeure. Je veux dire, quand j'ai décidé de passer des tests de QI, je suis comme ça par rapport à la réponse. Donc, ils sont hyper émotifs, ils y vont, ils sont bouleversés. La plupart du temps, ils n'ont pas dormi la nuit d'avant. On met en route le chronomètre parce que pour les neurotypiques, la rapidité, c'est de l'intelligence. Hein, on est d'accord? La rapidité, c'est de l'intelligence. OK. Donc, tout est chronométré. Donc, du coup, le chronomètre, en général, ça les bloque. Et j'ai pu remarquer avec un certain nombre des enfants que j'ai suivis que la peur de se découvrir non surdoué, l'effet s'auto-saboter, je l'ai vu aussi chez des adultes, l'effet s'auto-saboter pour que si jamais on les trouve débiles, ils se rassurent en disant c'est moi qui ai saboté plutôt que d'avoir la confirmation qu'ils sont complètement idiots. Donc tout ça, c'est des mécanismes qui ne sont pas pris en compte par les tests. Et enfin, j'ai eu beaucoup de mes penstros qui ont eu ce qu'on appelle les tests hétérogènes, qui n'étaient pas exploitables et qu'on a renvoyés chez eux en disant en fait vous êtes très angoissés, allez vous soigner. Donc on va passer des tests pour essayer de comprendre. On ressort de là encore plus dévasté. J'en ai quelques-uns qui sont revenus dans mon cabinet après des tests de QI tellement dévastés par les résultats que, effectivement, dans mon livre, je dis voilà. Et puis, entre-temps, j'ai eu l'occasion de lire des livres de Carlos Tinoco, hein, Le surdoué et les autres. Je vous le recommande. Avec un petit cachet d'aspirine, il passe tout seul parce qu'il est un peu universitaire. Mais il y a une phrase qui m'a vraiment marquée dans le livre de Carlos Tinoco. Est-on de tels mystères à soi-même qu'on aille demander à quelqu'un d'autre, et a fortiori à quelqu'un qui ne me comprend pas, de me dire qui je suis? Je ne suis pas capable de le voir, moi, que je suis hypersensible, que je sursaute au moindre bruit, que j'ai une truffe de chien, que je sais me reconnaître les arbres à leur odeur et que je sens les séismes mieux que les chats. À la maison, les chats, ils dorment, mais moi, je les sens, les secousses sismiques. C'est vous dire. Donc, est-ce qu'on est un tel mystère à soi-même qu'on ne soit pas capable, en se regardant dans une glace, de dire, ben oui, je vois bien tes pensées, elles partent en arborescence dans tous les sens, je vois bien t'es hypersensible. Qu'est-ce qu'on va aller demander à quelqu'un qui est ni sensible ni arborescent de nous dire qui on est? Donc ça, c'est, voilà, pourquoi je m'inscris en faux sur les tests de QI. Si je peux compléter... les cerveaux arborescents sont des usines à fabriquer du doute et des questions. Votre cerveau est une usine qui va fabriquer du doute, des questions, du doute, des questions. Et le doute est indissociable de l'intelligence. Retenez bien ça, le doute est indissociable de l'intelligence. Alors, je suis aussi, je vous préviens, pleine de petites phrases Facebook à 2 balles. Hein. Ceux qui me suivent sur Facebook sont au courant. Mais quand elles sont bonnes, elles sont bonnes. Et il y a une petite phrase Facebook qui dit « Un savant a lu plus de 10 000 ouvrages et il doute toujours. Un intégriste n'en a lu qu'un seul, mais il est persuadé de détenir la vérité. » Donc, c'est vraiment ça qu'il faut comprendre. Le savant, il doute toujours, il est tout le temps en train de se remettre en cause, etc. Alors que l'imbécile, il est bourré de certitudes. D'ailleurs, ça a été étudié dans les catastrophes collectives. Il y a toujours eu un gars plein de certitudes au milieu qui a dit « mais oui, ça passe ». Et son assurance tranquille a mystifié ceux qui doutaient et qui l'ont suivi. Donc méfiez-vous de ça maintenant. Quand vous avez quelqu'un dans votre entourage qui est plein de certitudes tranquilles, il n'est pas plus malin que vous, au contraire. Donc l'intelligence est indissociable du doute. Alors quand je dis ça, les gens ils disent bah, je dois être vachement intelligent. Alors je dis ben oui, vous êtes vachement intelligent puisque vous doutez beaucoup. Alors je vais vous citer votre gloire nationale. Je sais que nous en France on en raffole, vous un petit peu moins, mais je trouve que la formule de Jean-Claude Van Damme est absolument géniale. Il nous dit quand t'es con, tu sais pas que t'es con, mais quand t'es pas con, tu sais que des fois t'es con.
Et ça résume complètement ce que je suis en train de vous dire. Et puis moi, j'adore Jean-Claude Van Damme parce que je trouve que c'est quelqu'un qui, sous ses airs farfelus, et a par moments des phrases qui sont vraiment pleines de poésie, de sagesse et de vérité. Donc vous doutez. Alors qu'est-ce qui se passe? Évidemment, quelqu'un a lu mon livre. Alors tout content, il appelle ma secrétaire. Je veux un rendez-vous avec ma petit Colin. Et donc, il attend le rendez-vous. Elle va me dire si je suis concernée ou pas. Il a surligné tout le bouquin, hein, mais il faut que je lui confirme qu'il est bien surefficient. Hein, j'ai l'habitude. 2 jours avant le rendez-vous, il dort plus. Mon Dieu, si un petit Colin me disait que je me suis trompée sur toute la ligne et que n'importe quoi, je suis pas du tout, etc. Évidemment, j'ai pas de mal à lui confirmer très rapidement qu'il est surefficient et je le préviens de la suite. C'est-à-dire que sur le moment, il éprouve un soulagement. Ouf, un petit Colin m'a bien confirmé, je suis pas fou, je suis bien comme dans le bouquin, que j'ai surligné de partout, mais elle me l'a confirmé, je suis un surefficient, etc. Et puis il va arrêter la consultation et après le doute va revenir. Oui, mais comment elle le sait, petit Colin? De toute façon, c'est parce que je lui ai dit, sinon elle l'aurait pas deviné. C'est facile, je lui ai dit que j'étais comme dans le livre, donc elle me dit que oui, je suis... Et bon, le doute va revenir. Alors, du coup, je vais vous donner ce soir une clé, une fois pour toutes. Hein? Le doute fait partie du diagnostic. Comprenez ça, le doute fait partie du diagnostic. Pourquoi? Parce que les neurotypiques, eux, sont sûrs et certains de ne pas être concernés par mon livre. Eux, ils en sont sûrs et certains. Et je vous assure, je le vois sur les salons, etc. Par exemple, il y a un gars qui va attraper mon livre, je pense trop devant moi, puis il va tendre à sa bonne femme et dire hey, « Coucou, regarde, c'est pour toi ». Et donc je lui dis, et vous monsieur? Ah non, moi je suis quelqu'un de normal, je suis pas comme elle, vous verriez, elle se pose 10 questions à la minute, elle se prend la tête. Non, moi je suis quelqu'un de normal. Donc, les neurotypiques, eux, sont sûrs et certains de ne pas être concernés par mon livre. Donc le doute fait partie du diagnostic. Si vous étiez neurotypique, vous le sauriez, vous me diriez non, c'est pas moi. Et j'en ai même la preuve parce que j'ai aussi des neurotypiques qui sont vraiment de très bonne volonté, qui ont lu mon livre pour comprendre leur chéri ou pour comprendre leur enfant, qui ont essayé de comprendre comment fonctionnait la pensée qui n'est pas la leur et c'est pas facile pour eux. Et ils me le disent aussi avec beaucoup de simplicité. Oui, j'ai complètement reconnu ma femme ou mon mari. Oui, j'ai complètement reconnu ma fille ou mon fils. Mais moi, je fonctionne pas comme ça. Eux, ils le savent. Donc, si vous avez le doute, vous pouvez dès ce soir dire, ben voilà, ce doute confirme le diagnostic. Si je doute, c'est que je suis bien surefficient. Et on clôt le débat. Et vous attrapez votre cerveau entre 4 yeux en disant « T'as bien écouté petit Colin ce soir, tu arrêtes de me poser la question. » Donc on a compris la première étape, c'est cette prise de conscience qui est quand même super importante pour la suite. Oui. Mais avant ça, j'avais envie de vous demander de revenir sur un passage où vous décrivez un patient qui vous écrit une lettre et qui vous dit voilà, moi comment ça s'est passé quand je suis allée pour la première fois chez le psy, j'ai envie de vous le décrire, ne vous vexez pas, mais voilà, je vous explique. Ceux qui ont lu le livre se souviennent peut-être de ce passage. Ouais, est-ce que vous en avez un petit extrait pour le lire pour ceux qui n'ont pas lu le livre? Ça pourrait être une bonne chose, parce qu'effectivement, c'est un de mes clients. Voilà. Et il a mis une dizaine de consultations avant de m'avouer ce qu'il avait vécu à la première consultation. Donc, et il m'a autorisé à partager avec vous son vécu. Donc je vais juste lire un petit extrait pour ceux qui n'ont pas le livre sous les yeux, mais ça vaut la peine. Donc il vous dit, ne vous vexez pas, mais voilà ce qui s'est passé le premier jour où je suis venue vous voir. Je me gare, je me demande si vous vous garez dedans, dehors, je passe le portail et j'essaye de voir quelle pourrait être votre voiture. Aimez-vous les voitures? Je pense que oui. Pourtant, je n'arrive pas à percevoir une voiture intéressante. Je me dis que je me suis peut-être trompée. J'arrive devant le digicode. Sur la boîte aux lettres, sur la sonnette, votre nom est écrit de façon différente des ostéopathes. Vous n'êtes donc pas arrivé en même temps qu'eux. Pourquoi? Où étiez-vous avant? Plus loin de votre domicile? À votre domicile, n'est-ce pas ennuyeux pour votre patientèle d'avoir changé d'adresse? Et blablabla, et blablabla. Et donc, il va passer tout au scanner. Il va regarder vos fauteuils, ce qu'il y a sur votre bureau, les revues
revue, dans la salle d'attente. Et voilà, ça va occuper beaucoup de son cerveau. Il vous le décrit, c'est assez mignon ce moment-là. Ah oui, oui. Ah bah, et puis il va très loin, puisqu'il y a même le bruit de mes talons sur le sol. Enfin, et en plus, il s'est pas gouré. J'adore les bagnoles, mais elle devait pas être garée au bon endroit. Il n'a pas trouvé ma voiture, mais voilà, c'est ça, c'est François, il repère tout et il se pose 10 000 questions. Et là, en l'espace du moment où il arrive, où il s'installe en salle d'attente, je viens le chercher. Je me souviens que la première consultation, il avait les yeux noirs et il me scannait. Mais vraiment, il me scannait complètement. Il était dans une méfiance absolue. Il fallait qu'il vérifie tout. La première consultation n'avait pas été très détendue, oui. Donc c'est quand même très fatigant, hein, un cerveau qui pense trop, malgré tout. Alors, ce qui rend l'hyperesthésie fatigante, c'est une particularité neurologique de votre cerveau. Donc, je vous le donne en psy, mais je vous promets, je traduis tout de suite derrière. Vous avez un déficit de l'inhibition latente. Alors, l'inhibition latente, c'est un petit mécanisme qui existe dans les cerveaux neurotypiques, qui est en fait un sélecteur automatique d'informations. C'est-à-dire que dans les cerveaux neurotypiques, le cerveau va tout seul sélectionner ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Et il fait ce tri en permanence. Nous n'avons pas ce sélecteur. Nous recevons toutes les informations simultanément sans hiérarchie. Sans hiérarchie, c'est ça qui est le plus difficile. Donc je vous donne un exemple concret. Je suis en train de discuter avec un neurotypique et il y a un marteau-piqueur qui s'allume dans la rue. Qu'est-ce qui va se passer ? Le neurotypique, il n'est pas sourd, il entend le marteau-piqueur, mais son cerveau décide tout seul que le marteau-piqueur n'a rien à faire dans la conversation et son cerveau va l'estomper, il va le mettre en inhibition latente, il va estomper le bruit du marteau-piqueur et le neurotypique va pouvoir se concentrer sur la conversation et rester vraiment focus sur ce qu'on est en train de dire. Moi, je vais devoir gérer simultanément la conversation et le marteau-piqueur avec la même intensité, voire le marteau-piqueur un peu plus fort, parce que normalement c'est plus fort qu'une voix au niveau décibels. Et donc au bout d'un moment, je vais péter un câble, je vais dire mais j'en peux plus de ce marteau-piqueur, on s'entend pas dans cette pièce, et le neurotypique va me regarder étonné en disant ben, t'as qu'à faire comme moi, l'écoute pas. Mais moi, je ne peux pas ne pas l'écouter, je ne peux pas ne pas l'entendre. Je n'ai pas ce sélecteur automatique, je n'ai pas d'inhibition latente qui me permette de me débarrasser des choses. Alors, une fois qu'on a compris ça, vous pouvez imaginer que la sortie au restaurant, ben, c'est pas la même pour un neurotypique que pour un surefficient. En arrivant dans le restaurant déjà, est-ce que c'est joli dehors, est-ce que c'est joli dedans, est-ce que la déco me plaît, la luminosité, l'acoustique du restaurant. Il y a des restaurants, l'acoustique, c'est une vraie cantine scolaire, c'est une horreur. Alors le restaurant, il peut être décoré comme vous voulez, mais à partir du moment où l'acoustique est pas bonne, je vais pas être bien. Et puis, je me souviens d'un restaurant où j'ai eu le spot dans l'œil toute la soirée. Voilà, et puis il y a les conversations de la table d'à côté que je ne peux pas ne pas entendre, à laquelle je ne peux pas ne pas m'intéresser, à laquelle je ne peux pas ne pas me mêler. Non, parce que je vous entends dire que, mais vous savez, hein. Voilà, et conjoint qui dit mais pourquoi tu te mêles toujours de la conversation? Oui, mais tu n'as pas entendu, elle avait besoin d'eux et moi j'avais l'information, donc voilà. Et le cliquetis découvert et le passage des serveurs et des pourquoi il est habillé comme ça celui-là, pardon, tu me parlais, et on sort du restaurant, on est épuisé parce que tout notre système sensoriel a fonctionné et nous n'avons pas de hiérarchie. Je peux même aller plus loin, hein, puisqu'il y en a plein qui ont lu le livre, on va leur en donner un tout petit peu plus. J'ai remarqué que nous avions même quelque chose denté, presque on fonctionne à l'envers des neurotypiques. On va entendre mieux les sons graves et lointains plutôt que les sons proches et aigus. Donc, par exemple, quand on vous met la musique du générique des informations, toum, 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 en même temps que le présentateur qui dit les titres, vous avez des chances d'entendre plus la musique que les paroles des gens. Un truc qui m'a beaucoup énervé quand mon fils était petit, puisqu'il a des problèmes de vue, c'est les textes imprimés sur une image.
Et même moi, qui n'ai pas réellement de problème de vue, j'ai beaucoup de mal à lire un texte qui est imprimé sur une image. Et tout ça, ce sont des trucs pour lesquels les neurotypiques ne réalisent pas. Et donc, on entend mieux les sons lointains et graves que les sons aigus et proches. Et en ce qui me concerne, par exemple, quand j'écoute quelqu'un, la première chose que j'entends, c'est sa voix. S'il a une voix... Comment on dit en Belgique? De chiotte, ça se dit? une voix vraiment déplaisante. Ça commence à me vriller les nerfs. S'il a une voix trop profonde aussi, j'ai l'impression que je tombe dans sa voix. Vous savez, comme Grand Corps Malade, par exemple, notre slammer français. Mais vous pourrez entendre Xavier qui a une très belle voix aussi. Voilà, moi je tombe dans la voix comme je tomberais dans un... Et puis après, l'accent. J'ai été très en souffrance au Québec parce que leur accent me déconcentrait en permanence, et une fois que j'ai franchi la voix, la profondeur de la voix, l'accent, il y a l'intention, est-ce que la voix est amicale ou pas, et c'est seulement en dernier que j'entendrai les paroles prononcées. Donc j'ai été très très en souffrance au Québec parce que l'accent me déconcentrait complètement. J'arrivais pas à écouter ce qu'il me disait à cause de cet accent qui est très très typique. Alors ça va en Belgique et en Suisse, ça va encore, mais au Québec c'était compliqué. Donc vous voyez, c'est tout ça qui se joue dans l'hyperesthésie, le fait qu'on peut pas sélectionner et qu'on reçoit l'information dans l'ordre où on peut la recevoir, et que isolé au milieu de tout ça. Alors je vous ai parlé de l'aspect auditif, mais ça va être la même chose. Vous discutez avec quelqu'un qui a une feuille de salade sur la dent. Voilà. Vous avez le truc. Hein. Là, vous le voyez, le déficit d'inhibition latente, c'est que la feuille de salade, vous ne verrez que ça jusqu'à la fin de la discussion. Et c'est vrai que du coup, c'est fatigant pour notre système sensoriel d'être toujours très, très sollicité. Alors tout ça, ça nous amène finalement, parce qu'il y a du positif, à des personnalités originales, particulières. Il y a un certain exotisme finalement chez les suréfficients mentaux. Il y a beaucoup d'originalité, mais là c'est plus lié avec la pensée complexe arborescente. Alors avant qu'on aille sur la pensée complexe arborescente, je voudrais quand même vous donner un petit conseil. Ce système sensoriel hyper ouvert, etc. Prenez-en soin. Donc protégez-vous. Ayez toujours une écharpe pour mettre votre nez dedans quand ça sent pas bon, quand vous êtes à côté des poubelles. De plus en plus, je vois des gens qui s'autorisent à avoir des bouchons d'oreilles ou des casques anti-bruit quand ils ont besoin. N'hésitez pas à écouter votre corps, vous couvrir, vous découvrir. Vous êtes trop chaud, vous avez froid, et faites attention aux matières que vous portez, aux couleurs qui vous entourent, aux matériaux des meubles, etc. Et jouer avec votre hyperesthésie. C'est magique d'être hyperesthésique. Moi, je suis pratiquement au milieu de mes proches, je suis la seule qui voit les rouges-gorges quand ils sont planqués dans les buissons. Mais moi, je les vois. Je vois les petits oiseaux. Même quand on passe en voiture, je les vois, les petits oiseaux dans les buissons. Je sais reconnaître certains arbres à leur odeur, le chant des oiseaux, les couchers de soleil, la luminosité du ciel. Vous avez un système sensoriel qui est celui d'un chasseur-cueilleur. Donc dans la nature, profitez autant que vous pouvez, et quand vous n'êtes pas dans la nature, remplissez vos 5 sens d'art, de bon, des trucs gustatifs, des musiques mélodieuses, mettez de la beauté dans vos yeux. Vous avez un système sensoriel tellement formidable. Protégez-le des agressions et laissez-le donner son plein potentiel quand vous êtes dans des conditions où ça devient un vrai bonheur d'être hypersensible. Voilà, comme ça on peut clôturer. Merci déjà pour ces premières pistes que vous donnez, ces premiers conseils, parce qu'on a tous envie, à mon avis, d'en avoir des petits conseils comme ça. Donc on va retenir ceux-là et on arrive plus ou moins à la deuxième partie, au deuxième chapitre de ce livre, où on parle de personnalités qui sont originales, particulières. Je disais exotiques, mais voilà, il y a plein de mots. Comment on fait finalement pour ne pas se sentir en décalage avec les autres? Oula, oulala, comment on fait pour pas se sentir en décalage? Alors, déjà, de cette hyperesthésie dont on vient de parler longuement, découle le reste. C'est-à-dire, quand je suis hyperesthésique, je suis hypersensible au ton sur lequel on parle, hypersensible au climat dans lequel je vis, hypersensible, etc. Si je suis hypersensible, je suis hyper émotif. Si je suis hyper émotif, je suis aussi hyper affectif, hyper empathique. Je capte tellement de choses de vous que moi j'ai de l'information
en veux-tu, voilà, jusqu'à devenir quasiment extra lucide. Hein. C'est-à-dire que nous, on le sent tout de suite quand quelqu'un va bien, va pas bien, etc. Et des fois, vous l'avez peut-être déjà expérimenté au bureau, vous croisez un collègue et vous dites, disons, je viens de voir Corinne, ça va pas du tout, et le collègue, il vous regarde, ah bon? T'es sûr? Oui, elle va pas bien, la Corinne. Oh, bah, j'ai rien remarqué. Et voilà, tout ça, c'est tout ce qui découle de notre hyperesthésie qui fait qu'on est hypersensible. Et le deuxième caractéristique neurologique aussi, exactement neurologique, c'est ce qu'on appelle la pensée complexe arborescente. C'est-à-dire que votre pensée, elle est elle part en étoile. Donc, pour faire très schématique, on peut considérer que les neurotypiques fonctionnent avec une pensée en corde à nœud, c'est-à-dire une idée après l'autre, dans un raisonnement logique séquentiel, hein, et avec un problème, une solution. La pensée des suréfficients, elle part en étoile. Une idée en fait jaillir 10, en fait jaillir 10, en fait jaillir 10, dans un foisonnement sans fin. Et quand j'explique ça en séance, il y a des gens qui me disent « Ah oui, je vois ça tout à fait, vous avez raison, une pensée, 10 pensées, ça part en étoile, etc. » Puis il y en a d'autres qui me regardent consternés, qui disent « 10 pensées ? Ah, mais vous y êtes pas du tout, c'est pas 10 pensées que j'ai dans la tête, c'est 100, c'est 1000. Vous voyez un feu d'artifice. » Et pour eux, dans leur tête, tout fait pam, 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 pam dans tous les sens. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure d'un continuum entre l'équilibre cerveau droit, cerveau gauche. Et plus on va vers l'autisme, plus ça ressemble à des feux d'artifice où les pensées partent dans tous les sens et il y en a de plus en plus, etc. Donc, de cette pensée arborescente, donc pour les enfants, je fais très simple, je leur explique, hein, la pensée en corde à nœud, chaque idée est un nœud et on avance sur la corde à nœud. Et je leur dis, toi, tu as une pensée en toile d'araignée. Et comme ça, ils se représentent bien comment, toi, tes pensées sont organisées comme ça en toile d'araignée. Mais en fait, c'est plus complexe encore que ça, parce que la toile d'araignée, elle est encore plate. Dans la pensée complexe arborescente, tout est connecté avec tout. C'est plutôt un volume en 3D où tout est connecté. C'est pas une toile d'araignée toute plate, c'est vraiment un gros volume. Et effectivement, du coup, vous voyez bien que la pensée, elle arrive, pouf, à un carrefour, elle part en étoile, et puis elle repart. Et vous avez peut-être déjà remarqué que des fois, vous êtes dans la confusion mentale, vous n'avez pas compris une donnée, il y a un truc qui ne va pas, puis d'un coup, pouf, ça y est, l'idée, elle a trouvé sa place au milieu des autres, elle est connectée à ça, à ça, à ça. Ah bah oui, ça y est, pouf, elle a trouvé sa place dans votre structure complexe. Et c'est ça qui nous fait être extrêmement différents. Et c'est ça qui donne l'impression aussi aux neurotypiques qu'on est tout le temps hors sujet. Parce qu'on est tout le temps en train de faire pour eux des digressions par rapport... Eux, ils sont sur leur corde à nœud, on est en train de parler d'un truc, et après, il faut parler de ça, et nous, on est tout le temps là, hop, 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 et hop, 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 et hop, hop, hop. Et vous avez dû remarquer, quand vous faites ce qu'ils appellent, eux, des digressions, le neurotypique vous regarde patiemment, attend que vous ayez fini votre digression, et repart exactement là où il s'était arrêté, comme si vous n'aviez rien dit. Et ça, c'est aussi typique des deux différences. Alors, est-ce qu'on peut gommer les différences? Oui, plus on en est conscient, plus on peut faire attention. Par exemple, si vous interrompez un neurotypique en train de vous expliquer quelque chose, pour lui, vous allez trop vite et vous savez tout mieux que tout le monde. Et quand vous êtes allé directement à la solution, vous n'aurez rien compris, vous n'aurez pas tous les éléments. Dans sa tête, c'est rangé comme ça. Vous êtes allé trop vite, vous voulez faire le malin, hein, prenez-le pour vous, hein, et surtout, puisque vous allez directement à la solution, il vous manquera toutes les étapes. Donc, quand vous avez compris ça, vous laissez votre neurotypique parler. Donc, il faut apprendre à se taire, à ne pas couper la parole. Nous sommes quand même les champions pour couper la parole. Mais entre nous, c'est pas gênant. Hein. Vous avez remarqué, on rebondit d'une idée à l'autre, on se coupe la parole sans arrêt, mais c'est pas grave. Avec un neurotypique, vous le laissez développer son raisonnement et vous attendez qu'il ait fini son raisonnement. Si vous voulez vraiment lui faire plaisir, vous résumez ce qu'il vient de dire. Et là, il sera sûr que vous aurez compris. Donc, c'est comme ça qu'on peut se rejoindre. C'est-à-dire que nous, on peut les rejoindre. Eux, ils peuvent pas vraiment nous rejoindre. Je l'explique dans le livre, je dis c'est un petit peu comme s'il y avait des animaux terrestres qui suivent un sentier dans la forêt, et au moins eux, ils se perdent pas, hein, puisqu'ils suivent le sentier, et nous, on a une pensée ouistiti qui vole de branche en branche. Alors, les pauvres animaux sur le sentier, piouf, ils nous voient passer. Il est passé où? Je l'ai perdu, hop, il repasse, et il n'a pas du tout idée de tout ce qu'on peut faire, nous, comme bond d'arbre en arbre. Pour lui, il y a un sentier, il faut suivre le sentier.
Dans la vie professionnelle, ça peut être compliqué. Il y a un moment, vous l'expliquez aussi. Alors, dans la vie professionnelle, c'est extrêmement compliqué pour plusieurs raisons. Je dis souvent aux pense trop, un surefficient dans une équipe, c'est comme un cheval de course dans un attelage de husky. Et en plus, un cheval de course insécure qui veut prouver comme il est bon. Donc effectivement, c'est... Bien réfléchir à son environnement de travail pour être au bon endroit. Alors, ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que vous compreniez, c'est que par manque d'estime de vous, vous visez trop bas. Vous visez trop bas et c'est pour ça que vous vous faites harceler au travail, c'est que vous avez visé trop... À chaque fois que vous êtes harcelé au travail, c'est que vous avez visé trop bas. Je vais vous l'expliquer simplement, vous allez tout de suite comprendre. Imaginez que j'ai un diplôme de médecin, mais que comme j'ai pas tellement confiance en moi, je vais plutôt postuler pour une place d'aide-soignante. D'accord ? Comme ça, je serai à ma place, parce que médecin, j'ai beau avoir le diplôme, je l'ai eu, vous savez, comme me disent souvent les surefficients, non, je l'ai eu dans une pochette surprise, c'est un hasard, je comprends même pas pourquoi j'ai eu mon diplôme, parce que j'ai rien fait, enfin voilà. Donc, mon diplôme de médecin, je le mets de côté, je postule comme aide-soignante. Si je suis embauchée comme aide-soignante, très rapidement, je vais être détestée aussi bien par les aides-soignantes qui disent « mais qu'est-ce qu'il fait là ce médecin, t'as rien à faire parmi nous, là tu fais ton malin, etc. Parce que t'en sais plus que tout le monde et tout ». Mais je vais aussi me faire détester par les médecins qui vont dire « mais pourquoi il n'est pas à sa place ?» Vous voyez le mécanisme. Eh bien, la plupart du temps, dans le travail, c'est ça qui se passe. Par manque d'estime de vous, et vous visez trop bas. Alors, première règle pour avoir un emploi qui vous corresponde, première règle, il vous faut un emploi qui vous intimide. Si l'emploi que vous visez ne vous intimide pas, ça n'est pas le bon emploi. Il faut vraiment que vous ayez l'impression que vous avez visé trop haut. Et vous verrez qu'avec votre capacité à apprendre et votre besoin de défi, vous allez vite trouver vos marques dans ce nouveau boulot. Mais ça, c'est vraiment important. La deuxième chose, je me suis rendu compte que les surefficients étaient vraiment heureux et à leur place dans un boulot qui est transversal, c'est-à-dire un peu comme une plaque tournante dans l'entreprise où vous centralisez l'information et vous la redispatchez et vous n'avez pas de chef direct, mais vous êtes en contact un peu avec tous les chefs et vous coordonnez tout ça. Un boulot de coordinateur, c'est quelque chose qui va complètement avec votre cerveau. Je vous donne un exemple concret. J'avais une de mes amies qui était infirmière, professeure infirmière dans une école d'infirmières. Et par la force des choses, parce qu'elle prenait les choses à bras-le-corps, etc., elle s'est créée elle-même ce poste de plaque tournante, c'est-à-dire qu'elle centralisait toutes les inscriptions au cours, elle redispatchait, elle louait les salles, elle envoyait les convocations, elle préparait les docs, les PowerPoint, etc. Vous voyez l'espèce de plaque tournante. Et tout fonctionnait extrêmement bien, puisqu'elle centralisait l'information et qu'elle la redistribuait. Et elle est partie à la retraite. Et ses charmants collègues ont considéré que depuis des années, elle ne foutait rien et que donc ils allaient se répartir les petites tâches qu'elle faisait, n'est-ce pas ? Toi, tu t'occuperas de louer les salles, toi, tu t'occuperas d'envoyer les invitations, etc. Et à partir de là, l'école a complètement dysfonctionné, mais ils n'ont pas fait le rapprochement. Ils n'ont pas fait le rapprochement. Donc c'est un peu le problème, c'est que quand on est surefficient et qu'on veut mettre en place cette espèce de plaque tournante, il faut vraiment arriver à convaincre sa direction que ça va être vraiment le fluide, parce qu'il faut quelque chose un petit peu comme un périphérique ou un circulaire qui fasse que l'information puisse centraliser. Mais là, je peux vous dire que le cerveau du surefficient, il s'éclate complètement. Organiser, prévenir, et les autres travaux dans lesquels vous pouvez vous éclater, c'est tout ce qui est créativité. Donc c'est vrai que le coaching est quelque chose qui vous correspond bien, ou tout ce qui est artistique, tout ça c'est bon pour votre cerveau. Et il faudra veiller au syndrome de l'imposteur. Alors, le syndrome de l'imposteur. C'est bien qu'on en parle parce que j'en ai pas assez parlé dans le livre. Donc, le syndrome de l'imposteur, sachez, première chose, que les vrais imposteurs ne l'ont pas. Là aussi, on va faire, c'est la preuve par l'absurde. Comme je disais, les normaux-pensants sont sûrs de ne pas être concernés par la surefficience. Les imposteurs n'ont aucun problème avec leur imposture. Donc déjà, si vous avez le syndrome de l'imposteur, c'est plutôt bon signe, c'est que vous n'en êtes pas un.
Deuxième chose, moi j'ai appris à en faire mon allié de ce syndrome d'imposteur parce que je pense que c'est lui qui me protège d'attraper la grosse tête. Grâce à ce syndrome d'imposteur, je ne me prends pas pour qui je ne suis pas et je peux à peu près savoir où est ma place et qui je suis. Même si des fois mes copains me disent ouais, tu pourrais prendre un peu la grosse tête, ça te ferait pas de mal. Moi, je trouve que c'est bien de garder son humilité et de se rappeler qui on est. Mon syndrome d'imposteur m'incite à me remettre en permanence en cause, à continuer à évoluer, à apprendre. Donc, c'est mon ami, mon syndrome d'imposteur. C'est mon ami parce que c'est vraiment lui qui me permet de rester qui je suis et dans cette envie d'évoluer, etc. Je me souviens d'une auteure qui disait dans son livre, c'est un livre très féministe, elle disait « Mesdames, quand votre syndrome d'imposteur flambe, demandez-vous ce qu'un homme médiocre ferait à votre place ». Et je trouve que l'idée est assez bonne. Donc pour les hommes surefficients, même chose. Si vous aviez un collègue bien incompétent, bien sûr de lui, qu'est-ce qu'il ferait à votre place? Et là on se dit c'est bon, j'ai de la marge avant. Et après, pour sortir du syndrome d'imposteur, il y a un truc qui est vraiment, comment dire, c'est vraiment l'antidote, c'est être dans l'action, dans le faire. Si je viens animer cette conférence en disant « Mon Dieu, qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? J'espère qu'ils vont penser que je suis une très grande conférencière et que je connais bien mon boulot. » J'arrive ici morte de trac. Si j'arrive ici en me disant « Les gens sont venus pour apprendre un contenu que moi j'aime et que je me maîtrise et on va partager l'information. » Vous voyez, je descends d'un cran, on est dans le faire, dans l'échange, etc. Le syndrome d'imposteur, il passe derrière. Donc c'est comme ça qu'on gère le syndrome d'imposteur. On en fait son allié parce qu'il nous incite à l'humilité. On se rappelle qu'on se met toujours la barre trop haut et qu'on nous en demande pas tant non plus. Souvent au travail, on nous en demande pas tant. Et on retourne dans l'action. Quand on est dans sa mission de vie, en train de faire ce pourquoi on est fait, quand on est... Alors ça, c'est une valeur noyau chez les Pense-Trop, c'est le partage d'informations. C'est comme ça qu'on se fait voler nos idées d'ailleurs, hein. Attention. On a tellement besoin de partager de l'info, on garde rien pour nous, on transmet, on se fait voler nos idées, les autres lisent dans notre tête, ils savent tout de nous, etc. Il faut qu'on apprenne à se taire. Mais le partage d'informations est quelque chose qui est bon pour nous, qui est bon pour notre cerveau. On adore ça, alors quand on peut ne pas s'en priver, autant faire comme ça. Voilà, ça c'était pour le syndrome d'imposteur. Et donc, pour conclure, votre sentiment d'imposture, vous le pliez en quatre, vous le mettez dans la poche arrière du jean, et puis quand il commence à flamber, vous vous tapotez la fesse en disant « Ah, t'es encore là, mon petit syndrome d'imposteur, ça m'aurait étonné que je t'ai perdu en route. Ben viens, on va aller faire notre boulot d'imposteur, je t'emmène avec moi. » Est-ce qu'on peut parler des défis de la vie quotidienne pour ces suréfficients mentaux? Et deux premières choses que vous avez abordées, le vide identitaire. Avant de parler de l'idéalisme, peut-être d'abord le vide identitaire. Alors, le vide identitaire des suréfficients mentaux vient du fait que, depuis leur enfance, on n'a pas su leur dire qui ils étaient. C'est-à-dire que l'impression que j'ai, moi, c'est que depuis l'enfance, on vous a renvoyé une image de vous-même sur des petits miroirs de poche, déformant, grossissant ou déformant, et surtout sans aucune cohérence. Hein, des petits miroirs, tu es trop sensible, tu es trop susceptible, tu te poses trop de questions, trop, hein, toujours grossissant, déformant, tu le fais exprès, etc. Et donc, beaucoup de suréfficients m'ont dit avoir d'eux-mêmes une vision quasiment kaléidoscopique, incapable d'avoir vraiment une idée de qui ils sont. Hein, ce que je vous ai dit tout à l'heure aussi, moi j'ai les yeux bleus, mais on critique toujours mon regard. Personne ne m'a dit c'est normal que ton regard dérange parce que tu as des yeux d'un bleu très pur. Ah bah oui, d'accord, j'ai compris pourquoi. Donc mon regard dérange, mais je ne sais pas pourquoi. Et donc c'est aussi pour ça que je pense que Je Pense Trop a été un tel soulagement pour les gens. C'est que moi je n'ai rien fait d'autre que de vous proposer une glace en pied, pour que vous puissiez vous regarder en entier, non plus dans ces petits miroirs parcellaires, vraiment une belle glace en pied où vous voyez qu'en fait, il n'y a rien de trop et que tout est cohérent dans ce que vous êtes. Une fois qu'on a compris comment on fonctionne,
il y a plus, donc c'est effectivement un des pouvoirs de ce livre, c'est de combler ce vide identitaire en disant bah oui, effectivement, là je me reconnais entièrement dans cette glace et je vois exactement comment tout fonctionne. Alors, le syndrome du maillot de bain, vous l'expliquez dans le livre, c'est intéressant aussi. C'est difficile de dire non, on a envie de relever tous les défis, c'est challengeant d'être un suréfficient mental, finalement. Alors, le gros problème des suréfficients mentaux, c'est que depuis l'enfance, ils se sont habitués à être tellement facilement rejetés qu'ils vont en permanence chercher l'approbation dans le regard de l'autre. Vérifier qu'ils ne se sont pas trompés, vérifier que tout va bien, vérifier qu'ils ont bien fait. Ils ont un énorme besoin de reconnaissance. Et c'est tellement énorme qu'à un moment donné, ils ne sont plus branchés que sur l'autre. Et ils en oublient ce qui est important pour eux. Et donc c'est comme ça que le même François m'a raconté cette anecdote. La veille de notre séance, il devait aller dîner chez des amis. Et donc il habite à Toulouse, les amis habitent à 1 heure ou 2 de Toulouse, et ses parents ont un appartement en bord de mer qui doit être donc dans l'axe vers Carcassonne ou par là, je sais pas trop où. Et donc il a sa sœur au téléphone qui dit ah tu vas dîner chez truc et machin, bah écoute, quitte à aller par là, tu voudrais pas passer à l'appartement de mes parents, récupérer mon maillot de bain, tu le trouveras dans le placard machin truc, tiroir de machin. Donc le pauvre François part chez ses amis, il n'a pas le temps de passer à l'appartement avant, donc c'est en quittant ses amis à 1 heure du matin qu'il fait le détour qui fait quand même 1 heure au total pour aller chercher le maillot de bain dans l'appartement de ses parents, et c'est seulement une fois que le maillot de bain est sur le siège passager à côté de lui et qu'il est en train de rentrer chez lui en se rendant compte du temps que ça lui a fait perdre, qu'il explose de rage en disant elle fait suer la frangine, elle m'emmerde avec son maillot de bain, si on avait besoin, elle n'en a pas d'eau, etc. Donc il est fou de rage, il m'explique ça et je pose la question qui tue, je lui dis pourquoi vous n'avez pas dit non à votre sœur? Et il me regarde idiot, il me fait bah, parce que j'y ai même pas pensé. Et donc après j'ai pu vérifier avec plein de mes penses trop, le oui-non n'existe pas. Je vous demande un truc, c'est forcément oui, et après vous faites des contorsions pour essayer de caser ma demande dans votre emploi du temps, mais à aucun moment vous avez l'idée qu'on peut dire non à une demande. Donc, voyez à quel point c'est automatisé. Donc c'est tout un travail à faire de réapprendre à mettre en place le SAS, oui ou non. Est-ce que si je m'écoute, j'ai envie de le faire, est-ce que j'ai le temps, etc. Et de réapprendre à dire non. Et donc pourquoi on l'a appelé le syndrome du maillot de bain? Parce qu'un jour où j'expliquais ça à un ingénieur du tramway de Montpellier, il y avait plein de tramways à Montpellier, et j'explique ça à cet ingénieur et il prend avec un pauvre sourire et dit ben moi je serais même du genre à passer la tête dans le bureau de mes collaborateurs pour leur demander s'ils n'ont pas un petit maillot de bain à m'envoyer chercher. Et alors qu'il est le chef, hein. alors qu'il était censé être le chef. Et c'est comme ça qu'on l'a appelé le syndrome du maillot de bain, cette incapacité à dire non à une demande. Je l'ai vécu en encore plus grave avec une de mes clientes que j'avais sorti des griffes d'un manipulateur à titre privé qui revient me voir 3 ans plus tard en me disant « Christelle, je crois que j'ai fait une grosse connerie ». Eh ben vas-y, raconte-moi. Et elle me raconte, elle avait un boulot qu'elle aimait, des collègues qu'elle aimait, elle était correctement payée, tout allait bien dans sa vie. Et elle a été contactée par un ancien collègue qu'elle n'aimait pas, qui lui a proposé de s'associer, etc., de monter une boîte et machin, dont elle serait la directrice et tout. Et une fois chez l'avocat pour signer les papiers, elle s'est rendue compte que c'était un contrat léonin et qu'elle était en train de se faire avoir. Elle a été incapable de ne pas signer. Et elle est venue me voir à ce moment-là et on a tout repris. Elle s'est fait manipuler mais retourner comme ça. Donc galvanisée par notre séance, elle est retournée folle de rage chez l'avocat. C'est un scandale, moi je vais vous signaler à l'ordre des avocats et tout. Du coup, ils ont annulé son contrat. Ils lui ont rendu les 10 000 € qu'elle avait mis dans la boîte et ça s'est arrêté là avec son ancien collègue. Mais je dis non, il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé, que ça ne vous arrive pas une deuxième fois. Vous m'avez dit que vous n'aimiez pas ce collègue, vous m'avez dit que vous adoriez votre boulot, vos collègues. Qu'est-ce qui s'est passé?
Eh bien, je vous le donne en mille. Ce maudit collègue déplaisant et manipulateur a prononcé la phrase magique « J'ai besoin de toi ». Et quand on dit à votre fichu cerveau « J'ai besoin de toi », il est incapable de résister. Donc, je vous invite vraiment à vous méfier de ça. La prochaine fois que quelqu'un vous dit « J'ai besoin de toi », j'espère que vous vous rappellerez cette soirée et que les warnings vont s'allumer. Votre cerveau, il a besoin de défis, il a besoin d'être utile, il a besoin de prouver sa valeur, mais pas pour des manipulateurs. Un mot justement sur ce relationnel difficile. Vous abordez les manipulateurs et vous dites dans le livre que les suréfficients mentaux, ce sont des victimes, des proies faciles pour ce qui est pervers, narcissique ou manipulateur. Et en fait, figurez-vous que c'est grâce aux manipulateurs que je vous ai rencontrés. Parce que moi, à la base, donc je fais du coaching, je fais de la communication. Mes spécialités, je suis conseil en communication et développement personnel, et donc je reçois des gens qui ont des problèmes de communication. Et j'ai des super outils de communication. Donc on essaye les outils de communication, et quand vous avez affaire à un manipulateur, il n'y a aucun outil de communication qui marche avec eux. Donc, dans ma pratique, très rapidement, c'est le premier portrait robot qui est apparu en creux avec mes échanges avec mes clients, c'est le portrait du manipulateur. Quelqu'un qui a 2 visages, 4 ficelles, séduction, intimidation, culpabilisation, et il m'en manque une, séduction, et victimisation, bien sûr, les caniméros de service, au moins c'est les plus malheureux. Et donc, le premier portrait robot que j'ai dressé, c'est pas le vôtre, c'est celui du manipulateur. Et c'était un livre qui a précédé Je pense trop, Échapper au manipulateur, dans lequel j'ai dressé le portrait robot du manipulateur. Et là aussi, on m'a dit, j'ai commencé votre livre avec un stabilo, j'ai arrêté, le livre est devenu fluo. Ma parole, vous connaissez mon patron, ma mère, mon conjoint, etc. Il y a même une lectrice qui m'a écrit, vous me la ferez pas, vous êtes l'ex de mon mari. Donc j'ai dressé le portrait robot du manipulateur, et quand j'ai fini, je me suis intéressée d'un peu plus près à ces victimes, à leurs victimes plutôt, parce que je me suis rendu compte que les victimes des manipulateurs étaient quasiment à l'opposé de ce qu'on m'avait fait croire et de ce que véhiculent les clichés, que les gens manipulables, c'est des gens bêtes, c'est des gens faibles, c'est des gens dépressifs, c'est des gens à moitié fous de toute façon. Et je me disais, mais ça colle pas avec les victimes de manipulateurs. Alors c'est vrai, je dois dire, quand ils arrivent dans mon bureau, ils sont un peu dans cet état-là. Ils sont à moitié fous, ils partent dans tous les sens, ils sont en surstress, ils savent plus où ils sont dans la confusion mentale la plus complète. Mais dès qu'on commence à couper les ficelles du manipulateur, c'est là que je vous ai découvert. J'ai découvert que les gens manipulables étaient des gens bourrés d'humour, qui étaient hyper intelligents, qui étaient hyper gentils pour leur plus grand malheur, humanistes, avec des belles valeurs, etc. Et c'est grâce aux manipulateurs que j'ai découvert les pense-trop, puisque vous êtes la nourriture préférée des manipulateurs. Pourquoi ? Parce que vous leur assurez une logistique haut de gamme. Et maintenant, ça paraît logique, puisque la manipulation mentale, c'est une entreprise de prédation. Moi, si je suis un prédateur, je ne vais pas manger du petit gibier. Je vais me choisir un gros gibier bien nourrissant. Et avec vous, ils ont tiré le rouleau. Ils ont juste à dire « j'ai besoin de toi » en papillonnant des yeux. J'ai besoin de toi. Et hop, tout se met en route. Et vous leur servez. Vous êtes des conciergeries haut de gamme pour les manipulateurs. Mais vraiment haut de gamme. Vous gérez tout, vous occupez de tout, etc. Et donc, c'est comme ça que vous vous faites piéger. Donc, dans le livre « Je pense trop », j'ai créé un petit chapitre en disant « Méfiez-vous, votre esprit humaniste, votre trop grande empathie ». Allez, encore une petite phrase Facebook à 2 balles que j'avais adorée. C'est le problème quand on est empathique, c'est qu'on est empathique pour les trous du cul aussi. Et c'est exactement ce qui se passe pour les manipulateurs, c'est que vous êtes empathique pour des gens méchants en les croyant malheureux. Donc on va rectifier ça tout de suite ce soir. Un manipulateur n'est jamais malheureux, même s'il aime pleurnicher. Ne confondez plus être méchant et être malheureux.
Vous avez des gens très malheureux qui deviendront jamais méchants. Vous avez des gens méchants qui sont très heureux d'être méchants et qui vous prennent vraiment pour des cloches. Donc, il faut vraiment couper ce lien. Et donc, effectivement, je me suis rendu compte que vous étiez des proies faciles et nourrissantes pour eux, mais que du bonheur. Donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut que je vous prévienne quand même. Donc, j'ai écrit des livres sur les manipulateurs. J'ai voulu vous mettre en garde contre les manipulateurs. Mais le problème, c'est que les Panstro ont un humanisme têtu. Vous ne voulez pas admettre qu'il existe des gens méchants, malveillants, mal intentionnés. Et à un moment donné, vous avez commencé à me regarder de travers en disant petit Colin règle ses comptes avec les manipulateurs, mais qu'est-ce qu'elle a contre ces pauvres manipulateurs, mais qu'est-ce qu'elle est méchante avec les manipulateurs qui sont si malheureux. Et donc ça a commencé à m'énerver un peu. Donc j'ai écrit dans Je pense mieux, j'écrirai plus une ligne pour vous convaincre si vous voulez être la proie des manipulateurs. Tant pis pour vous, j'étais énervée quand même à force de passer pour la méchante de service. Christelle, le temps passe. Oui. Et on a une séance de questions-réponses, mais avant, est-ce qu'on peut aborder avec vous les conclusions de ce livre, vous donner encore quelques conseils et peut-être l'estime de soi. Tout d'abord, c'est là-dessus qu'il va falloir travailler. Alors l'estime de soi, elle va remonter très vite. Alors donc, on conclut quand même, méfiez-vous des manipulateurs. Et si vous pensez que vous êtes encore une proie pour les manipulateurs, j'ai écrit pour vous un livre imparable qui s'appelle « Pourquoi trop penser rend manipulable ?» Si vous êtes encore manipulable après ce bouquin, moi je démissionne. Ça c'est pour clôturer ça. Après, j'ai 5 conseils à vous donner. 5 conseils à vous donner pour aller bien avec votre cerveau. Mais l'estime de vous, elle va remonter toute seule. Elle va remonter toute seule avec la lecture du livre, avec la compréhension de qui vous êtes, en voyant que vous n'êtes pas tout seul, etc. Parce que, en fait, le principe de je pense trop, je ne m'y attendais pas, mais j'en suis ravie, c'est un principe d'empowerment. Et un double empowerment, je reçois exactement les mêmes mails du monde entier, que ce soit de Corée, de Russie, de Pologne. Je reçois des mails du monde entier qui me disent à chaque fois la même chose. Grâce à votre livre, je sais, que je suis pas fou, empowerment individuel. Et si vous remarquez bien de ces 14 dernières années, les valeurs des Panstro sont en train de remonter dans la société. L'intelligence émotionnelle, la gentillesse qui était que de la faiblesse et des trucs d'immaturité commencent à reprendre leurs lettres de noblesse dans notre société. Donc ça, c'est bien. Empowerment individuel, je suis pas fou. Vous revendiquez de plus en plus. Maurice Barthélémy, avec qui on va faire... j'en profite, si vous avez envie de venir visiter Aix-les-Bains le 8 mars, on fait une grande journée hypersensible, hyper heureux. Il y aura André Roberti, il y aura Julien Perron, Maurice Barthélémy, Catherine Tesla, Maud Ankawa et moi-même, et je crois que j'ai oublié personne. Et donc, on fera une journée entière hypersensible, hyper heureux. Et donc Maurice Barthélémy a écrit un livre fort comme un hypersensible. L'hypersensibilité est une force, pas une faiblesse. Donc l'empowerment individuel, et le deuxième empowerment, c'est un empowerment collectif, parce que vous m'écrivez grâce à votre livre, je suis pas fou, et 2, que je suis pas seul. Et plus vous allez être conscient de ne pas être seul, plus vous allez pouvoir faire rayonner la mentalité Panstro, tout cet humanisme, toute cette gentillesse, tout cet humour qui manque énormément à notre société, toute cette neurodiversité aussi, cette capacité à accueillir les gens comme ils sont au lieu de les mettre dans des cases. Tout ça, c'est vos valeurs. Je compte sur vous pour les faire rayonner. Est-ce que j'ai le temps de donner les petits conseils ? Alors, pour aller bien, quand on a un Panstro, il y a 5 choses à se rappeler. La première chose, c'est que votre cerveau a besoin d'être nourri. Pourquoi vous déprimez, pourquoi vous vous ennuyez, pourquoi vous vous sentez mourir? Parce que votre cerveau s'ennuie, n'est jamais sollicité à la hauteur de son besoin de complexité. Ce que je peux vous dire de mon expérience personnelle et des retours de ma clientèle, c'est que quand vous utilisez votre cerveau exactement au niveau de complexité qui est le sien et qui se sent
avec les rouages qui moulinent en limite de décrochage, il peut avoir des orgasmes mentaux, des sentiments de jouissance aiguë parce que là-dedans ça mouline, ça tourne, ça crée, etc. Donc nourrissez votre cerveau de projets créatifs, continuez à prendre toute votre vie, nourrissez-moi ce cerveau, c'est la première condition, ayez plein d'orgasmes mentaux. Deuxième condition, faites beaucoup de sport. Vous avez objectivement une énergie hors norme et il faut vidanger tout ça. Donc faites beaucoup de sport. Troisième condition, offrez beaucoup de créativité à votre cerveau. Créer, c'est un cerveau qui est fait pour créer, alors que ce soit en écrivant, en faisant de la musique, en faisant de la sculpture, en bricolant, peu importe. Créer, tout ce que vous pouvez créer, votre cerveau va être vachement heureux avec ça. Le quatrième point, mince, il m'a échappé. Ah, yeah. L'art, merci. C'est bien, il y en a qui connaissent le livre par cœur. L'art. Votre cerveau a besoin d'art. Il a besoin de beau, de bon, de bien, de trucs mélodieux. Et je vais vous dire tout simple. Rappelez-vous la dernière fois que vous êtes sorti d'un musée. Comme vous vous sentez nourri et apaisé. Ben voilà, c'est ça. Besoin d'art, c'est vraiment quelque chose de très important. Et le dernier point, mettez votre cerveau à l'abri des connards. Les manipulateurs et les manipulatrices ont la capacité de vous rendre dingue puisqu'ils mettent la pagaille dans vos arborescences, qu'ils activent tous vos doutes et qui détournent votre humanisme pour que vous trouviez plein d'excuses à leur déviance. Méfiez-vous des climats et des gens toxiques. Apprenez à dire non à ces gens-là. Regardez, il y a plein de gens adorables dans cette salle. Qu'est-ce que vous allez vous emmerder avec les manipulateurs qui ne sont que 2 à 4% de la population? Zut, quoi. Voilà, et normalement, avec tous ces bons conseils, vous devriez être apte à prendre soin de ce beau cerveau arborescent et de vous faire plaisir avec. Merci, merci beaucoup. Bon, on n'a pas fini, hein, nous, Christelle, parce qu'on va faire une séance de questions-réponses avec vous, mais avant ce moment-là, oui. On accueille sur scène Xavier. Merci d'être là. Xavier Roberti, qui est un slammer, un poète slammer liégeois, et qui va nous lire un de ses textes. Sa vie, elle a été transformée par le livre « Je pense trop », déjà. Donc ça, c'est une très belle chose. Et vous connaissez déjà, hein, avec Christelle. Et donc on va écouter une des lectures de Xavier. Bonsoir à tous. Je sais que Christelle aime beaucoup les fleurs. Elle aime beaucoup la campagne, elle aime beaucoup la beauté, elle aime beaucoup les jardins. J'ai eu la chance de la rencontrer à Paris et à l'occasion, je me suis dit que j'allais lui écrire un petit texte. C'est même André qui m'a invité à le faire. Et donc c'est un texte qui est inspiré du bouquin « Je pense trop » de Christelle. Et ce texte s'appelle « Des soucis » pour ceux qui aiment les fleurs et la botanique. Des soucis, ce sont une fleur dans mes pensées. Quand le ciel le permet, je dessine mon chemin en effleurant mon jardin. Et quand le printemps renaît, je vois fleurir des soucis au milieu de mes pensées. D'un orange flamboyant, il se porte à merveille. Il se déploie la journée dans la lumière du soleil et s'invite sans broncher dans les parterres de mon sommeil. Ils peuvent embrasser l'automne, et même l'hiver semble leur plaire. On m'avait pourtant rassuré, ne t'en fais pas, ce sont des fleurs d'été. Mais chez moi, il y a un microclimat. Ils sont là toute l'année. Alors je les ai gentiment coupés. J'ai fait un magnifique bouquet.
Je leur ai même glissé un billet pour qu'ils se laissent un peu faner. Mais ce sont des soucis coriaces. Plus je les arrache et moins ils se détachent. Quand je les efface en surface, ils tracent et se remplacent. Si je m'acharne sur la racine, ils me menacent même sans épines. Devant tant d'envie de vivre, j'ai fini par abandonner. Après tout, qu'ont-ils fait pour me nuire au point de les haïr? C'est vrai, je croyais les cantonner dans la part d'ombre de mes pensées. Et surtout, je pensais les laisser sur le pas de ma porte d'entrée. Mais la nature est bien faite et s'invite dans ma tête. Au lieu de faire faner mon bouquet, je vais le composer. J'ai attendu la nuit. J'ai suivi mes soucis en remontant le cours de leurs couleurs évanouies. Guidé par les lucioles accrochées à leurs pétioles, j'ai longé les mots de façade et les mots en cascade. Au détour de leurs stigmates endormis, j'ai rencontré la roue à aube qui dicte mes non-dits. Elle tournait, sans vriller, dans la lueur tamisée des idées sur lesquelles je n'avais pas misé. Quelques soucis dérivaient sur les eaux calmes que brassaient lentement les pales. Mais il n'était pas seul. Obnubilé par les soucis dans mes pensées, j'en avais oublié les milliers de couleurs que charriaient les autres fleurs. Et l'orange leur donnait le change. Touché par cette beauté, je me suis décidé. J'irai puiser la rosée pour alimenter mon moulin. J'ai la chance qu'il tourne bien, à moi de lui donner l'eau qu'il faut pour qu'il me porte vers le haut. J'ai redescendu ma rivière endormie et j'ai retrouvé mon jardin inondé de soleil levant. Perdu dans mes pensées, caressé par le vent, mes soucis, ces annuels perpétuels, se réveillent doucement. Et quand ils étalent leurs pétales, c'est le cœur qui régale. Alors je l'ai pris comme un conte. On se sent comme un con quand on comprend qu'il compte. Puis ce n'est pas un nom trompeur qui définit une fleur. J'ai donc adopté l'orange sans hésitation. On ne peut pas vivre sans la couleur de l'imagination. Quand le ciel le permet, je dessine mon chemin en effleurant mon jardin. Et quand le printemps renaît, c'est au milieu de mes soucis que je regarde fleurir les plus belles de mes pensées. Merci. Voilà, ce qu'inspire le livre Je pense trop et comment, une fois qu'on a libéré sa créativité, on peut en faire quelque chose de magnifique. Merci beaucoup pour ce poème. Merci. Merci beaucoup Xavier. Si on veut vous retrouver, donc on va sur YouTube Xavier Roberti. Hein, et on avait un petit poète. Petit poète, oui, c'est ça. C'est sur le site Petit Poète. Voilà, pour ceux qui veulent en entendre plus que ça, parce que c'est vrai que c'était magnifique. Oui, parce que là, il manque la musique en plus qui est délicieuse. On a un peu de temps maintenant pour les questions-réponses. On a des questions qui sont arrivées déjà et qu'on peut vous poser en attendant que vous réfléchissiez. Si vous avez une question, préparez-la, un micro va vous parvenir. Une première question qu'on vous pose, Christelle, je vais la lire. Peut-on imaginer, si un sujet pense sans cesse tant au travail qu'en privé, que toute vie sociale, voire affective et intime, soit anéantie carrément par cette hyperactivité mentale?
Alors, l'hyperactivité mentale peut devenir vraiment très handicapante dans plusieurs cas de figure. Premier cas de figure, on l'a abordé, quand vous avez un manipulateur dans votre entourage qui est en train de vous fausser les données, c'est-à-dire que vous avez un moulin qui mouline et le manipulateur s'amuse à mettre des données faussées dans le moulin puisqu'il ment, il se contredit, il est de mauvaise foi, il triche, etc. Et donc, il peut vous rendre fou et c'est là où on voit beaucoup de gens ruminer parce qu'ils essayent de comprendre quelque chose où il n'y a rien à comprendre parce que c'est que des conneries et de la triche. Donc ça, c'est le premier cas de figure. Deuxième cas de figure, qui est souvent lié aussi avec un harcèlement, c'est ce qu'on appelle le stress post-traumatique. C'est-à-dire que les gens en stress post-traumatique vont effectivement avoir des flashbacks, des boucles, etc. Et il arrive souvent que je reçoive quelqu'un qui est, je dirais, en fin d'emprise dans un harcèlement tellement intense qu'elle a l'impression de devenir dingue et elle rumine des trucs sans arrêt, elle repense, elle rumine sa frustration, sa honte, etc. Et là, c'est du stress post-traumatique. Et le troisième cas, qui est quand même beaucoup moins grave, c'est que votre pauvre cerveau s'ennuie à hurler comme les petits Suisses pendant l'atelier à l'école. Si vous ruminez beaucoup de noir, c'est que votre cerveau s'ennuie. Il faut le nourrir de choses positives et il arrêtera de mouliner. Sinon, c'est du stress post-traumatique. Il faut vraiment se sortir de l'emprise et soigner son stress post-traumatique. Merci Christelle. Est-ce que dans la salle, quelqu'un a une question déjà, qu'on apporte un micro à quelqu'un? Personne pour le moment. Ah, là, il y a un monsieur qui lève la main. Juste là. Là-bas, là-bas. Bonsoir. Super, merci. Premièrement, j'espère que je n'ai pas une voix de chiotte. Deuxièmement, merci pour la conférence, c'était très intéressant. Ma question est un peu paradoxale, dans la mesure où il y a une composante, je veux dire, neuronale dans cette hypersensibilité. Est-ce que c'est transmissible génétiquement? La deuxième question, qui est donc un paradoxe, est-ce qu'une personne qui n'est pas programmée pour l'être peut le devenir suite à son parcours de vie? Alors, une personne qui n'est pas surefficiente peut le devenir par rapport à son parcours de vie, c'est ça la question? Oui, est-ce que l'expérience de vie peut... Dans ce sens-là, oui. D'accord. Alors, effectivement, alors première chose, oui, c'est quelque chose d'héréditaire. Souvent, on découvre sa propre surefficience en s'occupant de ses enfants. C'est-à-dire, on a un enfant qui est atypique, qui commence à poser des problèmes à l'école, on fait tout le parcours d'essayer de comprendre qui il est, on découvre qu'il est surdoué ou dyslexique ou une des étiquettes que savent très bien mettre les neurotypiques, et on commence à se renseigner. Là, on se rend compte que la pomme, elle est tombée à côté du pommier, et qu'effectivement, mon enfant, il me ressemble un peu, et puis finalement, maintenant que j'y pense, peut-être bien que mon père ou mon grand-père, c'était le même, etc. Donc c'est souvent un processus plutôt dans l'autre sens. On découvre son enfant et on découvre sa surefficience comme ça, mais oui, il y a quelque chose de génétique et d'héréditaire dans tout ça. Après, pour moi, dans la mesure où c'était neurologique, je me suis dit que on essaie surefficient ou on essaie normopensant, mais en écrivant le livre J'ai pas les codes, je me suis... c'était un gros problème puisque tous mes pense-trous me disaient ouais, j'ai pas les codes, je comprends pas ce monde, je fais des gaffes, apprends-nous comment il fonctionne le monde parce que nous, on comprend pas. Oui, moi, je comprends pas plus que vous, je suis neuroatypique aussi, les codes, je les ai pas plus. Puis je me suis dit, mais les neurotypiques, ils pourront jamais nous expliquer les codes puisque chez eux, c'est tellement intégré qu'ils sauront pas les expliquer. Souvent, vous avez remarqué, un neurotypique, vous dites, ah, j'ai compris ça, il vous regarde, il dit, j'aurais pu te le dire. Ouais, sauf que tu me l'as pas dit, donc je pouvais pas deviner non plus. Donc je me suis penchée sur le truc et je suis allée explorer le monde neurotypique et à un moment donné j'ai réussi à passer en pensée linéaire. Je pensais pas du tout que j'y arriverais, je suis passée en pensée linéaire et ensuite j'ai eu beaucoup de mal à revenir en pensée arborescente parce que franchement la pensée linéaire c'est reposant, hein, waouh. Et j'ai des lecteurs qui m'ont dit moi depuis que j'ai lu J'ai pas les codes, je fais on-off comme je veux, je passe en cerveau neurotypique ou en cerveau arborescent comme je veux. Et donc, a priori, c'est possible de passer d'un fonctionnement à l'autre.
Quand j'ai écrit Je pense trop, j'aurais jamais pensé que c'était possible. Maintenant, je vous dis oui, a priori, c'est possible. Moi, j'ai fait l'aller-retour dans ce sens-là. Après, je n'ai pas encore d'exemple de neurotypique qui soit devenu arborescent, à part Jill Bolte-Taylor quand elle a fait son AVC. Donc, je ne peux pas répondre concrètement à cette question, mais a priori, oui, les allers-retours sont possibles. Je ne sais pas si vous avez déjà vu passer, toujours sur Internet, soit cette petite danseuse qui tourne sur un pied, soit un cheval qui avance. Et on vous dit, si tu as le cerveau droit dominant, la danseuse danse dans un sens, et si elle danse dans l'autre sens, c'est que tu as le cerveau gauche dominant. Et pour le cheval, c'est pareil, s'il avance, vous avez le cerveau gauche dominant. S'il recule, vous avez le cerveau droit dominant. Je me suis amusée, la petite danseuse, je la fais danser d'un côté et de l'autre comme je veux. Donc je peux vraiment fonctionner avec les deux cerveaux. Par contre, le cheval, avec moi, il fait que reculer. Je n'ai jamais réussi à le faire avancer. Mais je suis sûre, on a discuté tout à l'heure avec un scientifique qui s'intéresse à tout ça. J'aimerais vraiment qu'on avance sur les passerelles possibles. On a deux hémisphères qui fonctionnent. C'est comment on passe de l'un à l'autre, comment on donne la prévalence à l'un par rapport à l'autre. Est-ce que le stress post-traumatique peut déclencher justement l'arborescence, le côté hyperesthésique, l'état d'alerte, etc. J'aimerais tellement qu'on étudie tout ça et répondre plus précisément à votre question. On a encore beaucoup à apprendre sur le sujet. Est-ce que dans la salle, il y a une autre question pour Christelle? N'hésitez pas, levez bien les bras très haut. Puis Marie est ici à votre gauche et moi je suis là. Il y aura une autre question là-bas tout à l'heure après, si vous voulez, juste de ce côté-ci. Allez-y, monsieur, je vous écoute. Bonjour Fanny. Bonjour. Vous expliquiez tout à l'heure justement le côté, on ressent très fort les sentiments ou le mal-être de certaines personnes, et on est certain, ou quasi absolument certain justement de leur état. Après, on en devient relativement vite mort chiant à leur répéter de façon courante qu'on sait, qu'on a compris, qu'on connaît cet état, etc. Et je pense que j'ai bien pu le comprendre avec vous. Ça vous affecte terriblement, justement, le mal-être de quelqu'un d'autre. Comment vous faites dans ces instants-là pour arriver à remplir votre tête suffisamment et pour garder les choses positives et pas pourrir la vie, justement, de quelqu'un d'autre ? Alors c'est une excellente question. Effectivement, on est complètement dans la problématique des dépenses trop. Nous sommes hyper empathiques, nous nous laissons envahir par les émotions des autres et il nous est quasiment impossible d'être détendu et joyeux à côté de quelqu'un qui est stressé et triste. Et donc ça affecte beaucoup notre humeur. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut qu'on apprenne à développer. Et pour ça, j'aurais une petite phrase clé qui est « Donner le droit aux autres d'aller mal ». Donner le droit aux autres d'aller mal. C'est-à-dire qu'on se sent responsable des humeurs de tout le monde, parce que si, par exemple, Xavier à côté de moi est malheureux ou stressé, moi je pourrais pas me poser tant qu'il sera pas détendu, donc je vais tout faire pour qu'il soit plus malheureux, pour plus qu'il soit stressé. Mais s'il a des trucs à travailler, par exemple, quand on est malheureux, c'est qu'on est en train de faire des deuils, et c'est important qu'on prenne le temps de faire nos deuils. Donc il vaudrait mieux que je laisse Xavier gérer son stress et sa déprime s'il en a une, et que je m'autorise moi à rester dans mes énergies sans me laisser contaminer par lui en disant éventuellement je peux adresser une petite prière là-haut, Xavier travaille dur, aidez-le à dépasser ses émotions et à apprendre de cet état de mal-être, mais il faut que je reste comme ça. Je vais vous raconter une petite anecdote. J'ai une amie qui habite à Aix-en-Provence. Les conducteurs d'Aix-en-Provence, c'est des fous furieux. C'est des fous furieux. Donc j'arrive chez ma copine en lui disant, dis donc, pourtant je suis habituée à Montpellier et à Paris, mais là, Aix-en-Provence, ils battent tous les records, ils ont leur code de la route. J'ai eu la peur de ma vie, et elle me dit, m'en parle pas, tu sais, la petite route derrière chez moi dans la Pinède qui mène à mon travail, et avant elle était à 70, ils l'ont passée à 50 km/h. Et l'autre jour, en allant au travail, figure-toi qu'il y a un énorme car de touristes qui est resté collé à mon pare-choc en me faisant des appels de phare parce que je roulais à 50. Vous avez la situation, hein? Entre nous, on se serait jeté dans le fossé, on est d'accord, hein? Et donc je suis affolée, je dis à ma copine, oh, mon Dieu, mais comment t'as géré ça? Elle me dit, rien, il vit sa vie.
Et j'ai trouvé ça génial. Laisser les autres vivre leur vie. Il y en a qui sont délibérément négatifs pour nous polluer. Parce qu'ils ne supportent pas la bonne humeur. Par exemple, nos amis les manipulateurs ne supportent pas la joie de vivre, la légèreté. Il faut que tout soit lourd, plombé, qu'il y ait de l'électricité dans l'air. Laissez-les dans leur électricité. Donnez le droit à ceux qui ont besoin d'aller mal, d'aller au bout de leur processus. Et effectivement, il faut apprendre à faire sa bulle pour plus laisser contaminer les autres, vivre leur vie. Voilà, j'espère que ça vous aidera. Donc il y avait une demande par là pour le micro. Vous pouvez faire passer le micro, s'il vous plaît. Bonjour. Bonjour. J'ai une voix de chiotte, petite voix de canard. Voilà, moi j'ai une... Je vais essayer de vous écouter quand même. Voilà. J'ai une petite question. Est-ce que parfois le fait d'être neuropensant dans une famille où il n'y en a peut-être qu'un, ça ne crée pas des ruptures à l'âge adulte? Alors, c'est très compliqué, effectivement. Je veux profiter, mon Dieu, j'allais oublier. Je voudrais profiter de vous dire que j'ai écrit une énorme bêtise dans Je pense trop. Une énorme bêtise. Je m'en veux encore et j'ai pas encore eu l'occasion de faire une nouvelle édition pour rectifier ça. J'ai écrit dans mon livre qu'un couple entre un normopensant et un surefficient ne pouvait pas fonctionner parce que le normopensant allait être trop ennuyeux pour le surefficient. Donc, évidemment, à peine le livre est sorti, je me suis rendu compte que j'avais fait énormément de peine à des normopensants qui aimaient beaucoup leur surefficient et que c'était pas gentil de ma part et que c'est nul parce que nous aussi on peut être vraiment pénible pour un normopensant et c'est pas que dans un sens. Et j'ai remarqué aussi que dans un couple normopensant surefficient, à partir du moment où les deux comprennent qui ils sont et comment ils fonctionnent, ils peuvent vraiment s'équilibrer et s'apporter mutuellement des choses. C'est-à-dire que nous, on peut apporter beaucoup de fantaisie, d'humour, etc., de joie de vivre, de trucs dans la vie d'un normopensant. Mais un normopensant peut beaucoup nous apaiser, nous ramener sur terre aussi. Et le tout, c'est que chacun soit conscient de qui est l'autre et ne lui en fasse pas reproche. Et dans ce cas-là, dans une famille, il peut y avoir des normopensants et des surefficients. Si le surefficient ne demande pas aux normopensants de faire des galops intellectuels qu'il n'a pas envie de faire, et si le normopensant ne demande pas au surefficient de se calmer, normalement, les deux peuvent vraiment s'équilibrer et on peut fonctionner comme ça. Donc ça, c'était une grosse bêtise. Ceci dit, objectivement, la vie est quand même plus facile entre surefficients parce que ça pulse, parce que on est sur la même longueur d'onde. Si vous saviez le nombre de gens qui m'ont dit à l'issue d'une journée de séminaire, oh là là, pour la première fois de ma vie, j'ai pu être complètement moi-même, j'ai pas eu à expliquer rien. Ça allait bien, je me sentais en confiance, en sécurité. Donc, c'est vrai que la vie entre surefficients est quand même plus facile. Mais moi, j'ai des gens normaux pensants dans ma famille que j'aime infiniment. Et je dois dire qu'objectivement, ils me calment et ils me font du bien. Mais parce qu'ils m'acceptent aussi comme je suis, sans me dire, mais ma pauvre Christelle, t'en fais trop, calme-toi, etc. Sinon, je pense que ça ne serait pas la même non plus. Donc, à nous d'avoir l'intelligence de combiner les forces des deux fonctionnements au lieu de se les jeter à la figure. Ça a été une révélation pour moi. Le livre avait peut-être 6 mois. C'est un couple qui est venu me voir en me disant merci madame, vous avez sauvé notre couple, ça fait 30 ans qu'on est mariés et qu'on se fout sur la gueule. Et ça y est, on vient de lire ce livre et on a reconnu ma femme. Lui était médecin neurotypique, elle était infirmière surefficiente. Ils se sont frités pendant 30 ans et là, ils venaient de découvrir qui ils étaient et qu'est-ce qu'ils pouvaient mutuellement s'apporter. Et ils étaient amoureux comme au premier jour. Il avait découvert toute la pétillance de sa femme ultra émotive et elle avait retrouvé toute la force, la stabilité de son normopensant. Donc à nous d'avoir cette intelligence de combiner les deux et de ne pas nous laisser, de nous jeter à la figure le fait qu'on n'est pas comme l'autre, quoi. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Mais si vous avez des normopensants trop lourds et qui passent leur temps à vous ramener en arrière sur qui vous étiez il y a 10 ans parce qu'ils n'ont pas fait les updates, à un moment donné, ça devient lourd aussi. Hein. Voilà, merci. Une autre question ? Ici. Alors. Ici. Ah, ok, ça marche. Alors, bonsoir.
Moi, j'avais une question, même peut-être deux. C'est toute la thématique du trouble de l'attention avec l'étiquette pense trop. Donc, quel lien vous faites et comment dans la société le trouble de l'attention est accepté et comment expliquer le pense trop? Alors, les enfants que j'ai eus en atelier en Suisse avaient justement été étiquetés hyperactifs et bizarrement après l'atelier ils ne l'étaient plus. Donc, c'est une première chose. Alors, petite parenthèse aussi, je crois que vous avez un excellent psychopédagogue, Bruno Imbeck, je crois, qui intervient souvent sur votre radio, qui dit « mais c'est insensé de demander à des enfants de rester assis toute la journée. Un enfant, c'est fait pour bouger, pour explorer, etc. » On est dans un monde de tarés de demander à des gosses de rester assis. Donc, c'est pour ça... Alors, on se plaint de l'obésité grandissante des enfants, mais on les oblige à rester assis et dès qu'ils bougent, on les traite d'hyperactifs. Il y a un moment donné, faut que les adultes ils retrouvent un peu de bon sens. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, quand les parents viennent me voir en me disant « oui, mon gosse a été étiqueté hyperactif », je dis « est-ce que vous l'avez déjà vu se concentrer sur un truc particulier quand il dessine ou quand il fait des Legos ?»« Ah oui, il est capable pendant des heures de plus bouger quand il construit ses trucs en Lego. » Donc hyperactif, rien du tout. C'est parce qu'il s'ennuie, le gamin qui bouge. Dès qu'il a un truc intéressant à faire, il est capable d'être focus et concentré. Troisième chose, j'ai expliqué ça aussi bien aux parents qu'à mes petits Suisses quand j'ai fait l'atelier. Un cerveau complexe a besoin de complexité. Donc, puisque le cerveau a besoin de complexité, il faut donner de la complexité au cerveau. L'école est beaucoup trop simple pour ces petits cerveaux-là. Donc, les gosses s'ennuient, ils décrochent parce qu'il n'y a rien qui accroche leur attention. Mais dès qu'on leur donne un niveau de complexité qui est le leur, là, ils redeviennent attentifs. Et donc, je propose, pour augmenter artificiellement l'attention, de redevenir pluritage. C'est-à-dire, je dis, ces enfants, quand ils font leurs devoirs, il faut qu'ils puissent écouter de la musique ou regarder la télé en même temps. Timothy, lors de l'atelier, le petit de 7 ans, celui qui piaillait, « ouais, on m'a payé œil d'aigle, à la maison on m'a payé œil d'aigle », il m'a dit, « bah ouais, moi j'apprends vachement mieux mes devoirs quand je fais le cochon pendu ». Ben voilà, apprends tes devoirs en faisant des galipettes. Moi, j'ai accompagné notamment un acteur qui ne pouvait apprendre son texte qu'en marchant. Et il était impossible pour lui d'apprendre un texte assis. Vous imaginez en classe ce que ça donne? Il ne pouvait apprendre son texte qu'en marchant et en étant dans le mouvement kinesthésique. C'est ça qui ancrait son texte, notamment sur scène, au théâtre, etc. Donc, complexifier, c'est-à-dire laisser les enfants, etc. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, à l'école, j'ai rempli des cahiers et des cahiers de fleurs gribouillées. Je gribouillais en marge, je gribouillais en marge. Le simple fait d'écrire est une façon de rajouter de la complexité. Il faudrait que les enseignants, s'il y en a dans la salle, quand ils ont des enfants hyperactifs, qu'ils les laissent gribouiller en écoutant. Ils écoutent beaucoup mieux en s'occupant les mains, quitte à dès qu'ils ont l'âge de les laisser prendre des notes ou faire quelque chose, voilà, mettre de la complexité. Donc, moi, j'en étais là et je suis pas une fanatique des médicaments et encore moins de la Ritaline, parce que je trouve qu'on en donne un peu trop facilement et que quand on voit le chiffre d'affaires de la Ritaline, on se demande si c'est pas juste un truc mercantile. Mais entre-temps, j'ai un de mes amis avec qui je joue au golf qui est un hyperactif fini et que j'ai toujours vu, même en jouant au golf, prendre en continu de manière compulsive des notes sur son téléphone. Toutes les pensées qui passent, il faut qu'il les note sur son téléphone. Donc on joue au golf, mais il est tout le temps avec son téléphone en train de prendre des notes, prendre des notes, prendre des notes. Et évidemment, la pomme tombée à côté du pommier. Son enfant a eu les pires ennuis à l'école. Et ils ont mis son gamin sous Ritaline. Et du coup, il en a pris aussi. Et il me dit, je te jure, Christelle, je sais que tu es contre les médicaments, mais moi, ça me change la vie. Si tu savais ce que ce médicament me fait du bien. Et c'est vrai que quand on joue au golf, maintenant, il est plus tout le temps en train de prendre des notes sur son téléphone. Donc, du coup, je pense qu'il y a des cas où l'hyperactivité est vraiment suffisamment
handicapante pour avoir besoin d'un support. Dans d'autres cas, le fait d'expliquer, de comprendre, de nourrir son cerveau et de faire des trucs de manière différenciée, ça peut être utile. Je peux même compléter, puisque évidemment mes clients en général, ils m'en apprennent encore plus que ce que moi je leur en apprends. C'est ça qui est génial avec les Pense-Trop. Moi je dis un truc, puis après ils complètent. Et c'est une de mes clientes qui est scénariste qui m'a dit, alors votre truc, moi j'ai trouvé, maintenant quand je vais écrire un scénario, je sais que j'ai besoin de toute ma créativité, donc de mon cerveau droit. Donc je mets une musique très cerveau gauche, en français très rythmée, type les Rita Mitsuko, pour occuper mon cerveau gauche. Et du coup j'ai toute ma créativité qui se libère et je peux faire mon scénario. Puis après, quand je veux relire mon scénario, j'ai besoin de mon cerveau gauche analytique. Donc je mets de la musique classique, du Mozart, des trucs comme ça pour mon cerveau droit, et ça laisse mon cerveau gauche complètement disponible pour ma relecture. Je me suis dit, bon sang, c'est incroyable. Et j'ai testé, parce que comme beaucoup de Pense-Trop, je suis une immense insomniaque. Et jusqu'à présent, j'avais l'habitude d'écouter les nocturnes de Chopin quand je ne dormais pas. Je disais, oh, même si je ne dors pas, au moins ça égaye mes insomnies. Et puis un jour, je me suis plantée de playlist, et c'était du hard rock, et je me suis rendormie instantanément. Instantanément grâce au hard rock. Donc, testez sur vous qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Et du coup, j'ai testé aussi, et j'ai écrit des passages entiers de mon livre en mettant du Lady Gaga à fond et en chantant Poker Face tout en écrivant. Donc, besoin de complexité. À vous de tester ce qui marche pour vous et tout. Mais c'est vrai qu'on est très vite étiqueté hyperactif, déficit d'attention, alors que c'est pas vrai quand on fait des trucs intéressants ou c'est être concentré. Voilà, merci pour votre question. Bonsoir. J'aurais voulu vous demander si vous avez déjà remarqué des points communs entre les suréfficients et des maladies plutôt rares, à la fois des maladies plutôt rares et ou de la psychosomatisation. Alors, c'est très important que je précise, je ne suis pas médecin, je ne suis pas psychologue. Moi, je suis coach formé en communication, PNL, analyse transactionnelle, hypnose, des outils vraiment de communication et de développement personnel. Donc, je suis un peu mal à l'aise pour m'expliquer sur des maladies, puisque je ne suis pas médecin, ou sur des pathologies psychologiques, puisque je ne suis pas psychologue. Ça, c'est important. Ce que je remarque, c'est que beaucoup de gens dans ma clientèle qui pensent trop sont des gens très angoissés avec ce qu'on appelle une angoisse d'anticipation quasi constante qui leur vient de l'enfance, et je l'explique dans Mon enfant pense trop, toujours en train d'essayer d'anticiper pour pas se faire gronder en fait, et que dans cette anticipation anxieuse, ils sont dans un niveau de stress tel qu'ils vont effectivement avoir souvent des pathologies que moi j'estime être directement liées à l'empoisonnement au cortisol, comme tout ce qui va être les troubles tendino-squelettiques. Vous voyez, je suis vraiment pas médecin, mais tous ces troubles, mal de dos, les tensions, etc. Je pense que même la fibromyalgie, certaines maladies auto-immunes peuvent certainement être liées à un empoisonnement au cortisol. Mais j'ai aucune légitimité médicale pour dire ça. C'est vraiment juste mon intuition à moi. Beaucoup de ma clientèle aussi ont des problèmes intestinaux, et notamment plus on va vers l'autisme, les gens qui ont vraiment un profil un peu type Asperger, etc., plus ils ont des problèmes intestinaux. Alors, est-ce que c'est les problèmes intestinaux qui créent l'autisme? Est-ce que c'est l'autisme et le stress que ça génère? On ne sait pas, mais c'est vrai que c'est des pathologies que je retrouve assez régulièrement. Voilà. Mais je ne peux pas vous en dire plus parce qu'après, j'outrepasse ma fonction. Voilà. Merci pour votre question. Merci pour la réponse. Et je me suis permis de poser cette question-là parce que je suis thérapeute et qu'il m'a semblé qu'il y avait un lien entre la surefficience et certaines pathologies. Donc, c'était pas plus compliqué que ça. D'accord, ok, merci. Merci pour votre question. Est-ce qu'il y a une dernière question? Oui. Oui. Non. Monsieur ici. Bon. Voilà. Voilà, bonsoir. Bonsoir. Donc, comme à peu près tous les HP qui sont ici, au niveau du cerveau, le droit fonctionne beaucoup plus volontiers que le gauche.
mais de manière parfois catastrophique, à se poser des questions, effectivement, à tout mettre en doute, à réfléchir, enfin à casser les pieds parfois de l'entourage. Et à un moment donné, le trop-plein fait que ça explose un petit peu. Et alors heureusement, il y a l'hémisphère gauche qui est là pour venir en aide. Pour essayer de tout rationaliser, essayer de tout remettre en place. Et comme je le dis, pour essayer de refermer les tiroirs. Donc il faut que toutes les questions, tous les doutes soient dans des tiroirs qu'on referme. Ça, c'est mon problème. Petite anecdote, c'est que si ça se passe notamment au niveau d'une relation amoureuse, je pense que je casse les pieds de la personne à tout remettre en doute. Et tout le monde aura compris qu'à 58 ans, je vis seul. Donc, bon, ceci étant, quand l'hémisphère gauche a fait son boulot, que tout est bien remis dans des tiroirs, bien entendu, je m'embête, mon cerveau s'embête, et l'hémisphère droit reprend le dessus et recrée un tas de questions, un tas de sujets, un tas de doutes à tout niveau. Donc le gauche vient en aide du droit, et puis le droit revient en aide du gauche, et c'est tout le temps comme ça, mais en allant trop loin. Et donc ça fait 58 ans que ça dure, c'est toujours un qui récupère l'autre, et c'est un va-et-vient continu, mais qui est parfois un peu cassant. Donc j'aimerais voir, j'ai bien lu, et avec les cinq conseils, s'il n'y a pas moyen que l'hémisphère gauche rattrape un peu plus vite le droit, et le droit un peu plus vite le gauche, que d'aller chaque fois à une situation catastrophique. Alors voilà, un vrai pense-trop qui se pose 12 000 questions à la minute. D'accord, vous voulez que j'essaye de vous répondre, hein? Oh ben, tant qu'à faire, ce serait très volontiers. Oui. Alors, dans ce que vous me dites, moi j'entends deux choses. La première, je dirais les pense-trop, c'est comme les chameaux. Avec 100 kilos sur le dos, ils galopent au mieux de leur capacité. Vous rajoutez seulement 1 kilo et ils s'effondrent. Et donc, plutôt que de retirer les 100 kilos du chameau, qui va s'ennuyer, ce que vous dites, au bout d'un moment, votre cerveau, il ne sait plus quoi faire, laissez les 100 kilos sur votre dos, mais surveillez le kilo de trop. Juste celui-là. Il ne faut pas dépasser ce stade. On peut aussi le mentionner en nombre de fichiers ouverts dans la tête. Jusqu'à un certain nombre de fichiers, notre cerveau, il est content, il mouline, il va d'un côté, il va de l'autre, il s'occupe de ça. Et faites attention aux fichiers de trop. Dès que vous sentez que vous commencez à être saturé, fermez 2-3 dossiers pour retrouver votre espace de travail. La deuxième chose, c'est qu'entre trop de certitudes ou trop de doutes, on va être obligé de dealer avec notre cerveau. C'est-à-dire que des fois, je vais attraper mon cerveau entre quatre yeux, je vais lui dire, toi, viens là, il faut que je te cause. Je viens de prendre une décision. Je sais qu'il y avait plein d'autres options. On a étudié un maximum de critères. Il pouvait y avoir d'autres critères, mais la décision est prise. C'est signé. Donc maintenant, tu me fous la paix. Et comme ça, de temps en temps, se créer quelques certitudes en sachant que les certitudes sont quelque chose effectivement de très subjectif, mais que j'ai besoin de 3 certitudes dans mon espèce de marécage mental comme des pilotis pour avoir un peu des points de repère, parce que sinon je vais me noyer dans mes doutes. Donc c'est les deux choses que j'ai à vous dire. Surveillez le nombre de fichiers ouverts dans votre tête. S'il y en a trop, effectivement, après ça va plus, mais ne les fermez pas tous parce que vous allez en ouvrir 100 de toute façon. Et de temps en temps, obligez-vous à avoir 2-3 certitudes et arrêtez de remettre tout le temps en cause. Parce que c'est vrai que notre cerveau, il peut aussi beaucoup nous épuiser. Voilà, merci beaucoup pour votre question. Merci à vous aussi. Avant qu'on termine, moi je voudrais remercier de tout mon cœur la province de Liège pour cette invitation, pour avoir permis que nous passions cette soirée ensemble. Merci beaucoup d'être là. Et puis je voulais remercier aussi Xavier pour ce magnifique poème qui résume tellement bien l'usage qu'il a pu faire de mon livre et comment il s'est autorisé à renouer avec sa créativité. Je vous invite à aller voir son album. Je dois dire que j'ai été bluffée par chacun des
slam de son album. C'est d'une poésie incroyable. Il a une belle voix grave. Alors pour le coup, bon, presque on en oublierait les paroles tellement c'est mélodique. Et ça fait plaisir de voir un Panstro qui renoue avec sa créativité à ce point-là grâce à une lecture. Donc merci beaucoup d'être là et vraiment aller voir son travail, c'est juste magique. Merci beaucoup, merci à vous. Eh ben, nous aussi, on remercie beaucoup, vous remercie beaucoup Christelle Petit-Colin d'avoir été notre invitée pour ces Jeudis Santé. Vous nous avez éclairé encore sur le sujet, c'était hyper intéressant. Merci Xavier pour ce moment de poésie, c'était magique aussi. Merci à vous de vous être déplacés en vrai, et ça c'est pas mal hein, de se voir quand même en vrai. Il y a la librairie L'Ours à lunettes qui se tient ici à disposition quand vous sortez, si vous n'avez pas encore lu le livre. Et Christelle est d'accord de encore faire quelques dédicaces, hein, si j'ai bien compris. Et Xavier Roberti aussi. Vous avez votre ouvrage à la sortie et vous êtes aussi OK pour les dédicaces. Un dernier applaudissement alors pour tout le monde en fait. Merci beaucoup.